balado que tu es sur le point d'écouter comporte du langage vraiment, mais vraiment pas approprié pour les enfants. Tu risques d'y entendre des mots décrivant des parties de l'anatomie humaine, ou encore des mots d'église. Oreilles chastes, s'abstenir. The fabulous Mr. Alfred Hitchcock is about to escort you ouais, hein? Mon On a Dieu, tour ça... of the location of his new motion picture, Psycho. T'as plus ça, là, c'est unique. Good afternoon. A quiet little motel, tucked away off the main highway, and as you see, perfectly harmless looking, when in fact, it has now become known as the scene of the Je pense que crime. j'aurais ri avec lui, moi, avoir travaillé avec ce This gars-là. motel Alfred also Hitchcock? has, Ouais. as an adjunct, Tu sais, il y a beaucoup de rumeurs, puis on dit plein de choses sur lui, là, mais j'ai trouvé d'autres commentaires de d'autres personnes qui ont amené d'autres points de vue sur a le little bonhomme. more sinister looking, less innocent than the motel itself. Mais là, lui, là, And in Ouais. this c'est house, vrai, là, la maison est vraiment the là, most là. dire, Ouais, mais c'était horrible bâti sur les events terrains took place. d'Universal, là. OK. I think we can go inside because the place is up for sale. Hey. Oh, I don't know who's going to buy it now. Hey, non, mais c'est malade, là. Oui. In C'est that comme window on on the location second of floor, la the land. table one in Exact. front. Pizza d'affaires, nanana. That's Mais where ça, the là, quand woman tu vas, was tu first fais un tour de seen. Universal, là, tu peux aller à Ah, visiter. ben ouais, Let's mais ça go m'arrivera inside. jamais, ça, là. Non. Fait que ce que j'ai là, en ce moment, pour moi, c'est fucking trippant. Et voilà. On a ce qui est le plus proche de ce qu'on peut faire. Ah, mais ça, Ah ouais, là... mais si tu vas visiter la place de Scream, t'appelleras ton téléphone. Brûlant, Ouais, oui, oui. courir partout là-bas. The place still looks a bit sinister. Now, it was at the top of these stairs that the second Ah, ça, c'est murder drôle, took là, place. ça, là. She came out of Ah, the door oui, oui. there. Fait que tombe des marches, là. Ouais. At the top. Oui! Of course, in a flash, there was the knife, and in no time, Mais là, mais tumbled and regardez fell with lui. a horrible crash. I think the back broke immediately and hit the floor. Et dans le floor. It's difficult to describe the way that the twisting of the well, I won't. Well, Oh, God! Face de plonge. or should I say, That's man. Ah, hadn't any conception as to the type of people they would be confronted with in this house, especially the woman. ah She oui. was the weirdest and the most. Well, let's go into her bedroom. Il finit pas ses phrases, pis ça, je trouve ça parfait, là. Puis ça, là, c'est le avant le film, là, right? Here's the woman's room. Comme c'est avant que le film sorte, que ça, c'est le trailer, là. Exactement, exactement. Fait qu'une fois que tout a été filmé, tranquillement, ils sont allés tourner ça. And the imprint of C'est her le trailer. La main dans le lit! Oui, oui. Ça, là! I J'ai think trouvé some ça of her très drôle. clothes still in this wardrobe. Check-les. Il montre même pas, là, mais check ça à la face. Il y a qu'un tape dedans. Petite musique joyeuse, là. Le Fred Flintstone, genre. Tu sais, ça a l'air d'être un pince sans rire, mais vraiment un joker, là. Sérieux, mais joker, là. On dirait qu'il fait un petit nananana à ceux qui n'ont pas cru à son projet, genre. Tu comprends ce que je veux dire? Exactement. But we won't go in there because his favorite spot was the little parlor behind his office in the motel. Let's go down there. Ah, les bloopers de ça doivent être fucking drôles. Ah, This young man, you had to feel sorry for him. After all, being dominated by an almost maniacal woman was enough to drive anyone to the extreme of, well, let's go in. ça peut te rendre fou puis te tuer à la place de ta mère, mais tu sais, il voulait pas donner le punch, là. I suppose you'd call this his hideaway. His hobby, as you see, was taxidermy. Crow here, an owl there. Now, an important scene took place in this room. There was a private supper here. And, oh, by the way, this picture
has great significance because let's go along to cabin number 1. Il y a quelque chose d'important. Pas ton chien! Je trouve ça tellement cool parce qu'à l'époque, Avec ses mains, ouais, c'est ça! la petite oh, vraiment que les gens voient cette bande-annonce. Fallait qu'on l'entende, ben pas vraiment parce qu'on est comme. C'est pas quand drôle. Je vais mettre le lien, c'est trop bon, faut que les gens écoutent ça. The bathroom. The bathroom. Oh là là. Ouais, petit papier à terre, là. Regarde comme faut. Ouais, c'est propre. Cleaned all this up now. Big difference. You should have seen the blood. The whole place was, well, it's too horrible to describe. Il me fait penser à Manny dans Modern Family. Ah ouais? Clue was found here. Mais tu sais, qu'est-ce que Manny aurait comme vieilli à être, pis tout ça, là? Ah Le ouais. succès, là, qui sort de partout, là. Well, the murderer, you see, crept in here very slowly. Of course, the shower was on. There was no sound, and Ah ouais, pis c'était une scène qui a même pas été dans le. En fait, elle, celle qui est dans la douche présentement pis qui crie, là, c'est pas Janet Leigh. Non? Non? Ouais, mais pourquoi? Ouais, mais il a même pas fini d'écrire qu'est-ce qu'il disait. Comment? Toi, t'es un de ceux qui coupent ça, là, avant la fin, tout le monde, là. Ah, il y avait d'autres choses? Ah, j'ai même pas vu. Ben, c'était écrit des affaires, mais là, le YouTube, ils mettent plein de liens par-dessus. Ouais, pis là, mais je vais pouvoir te le dire, je sais exactement c'est quoi. D'accord. Hey, salut Bruno. Bonjour, Serge. Hey, écoute, pour ceux qui vont aller voir la bande-annonce ultra originale, il faut se mettre dans l'époque 1960 quand la bande-annonce est sortie. Avec le regard d'aujourd'hui, ça me fait rire. Hitchcock, je me dis wow. En tout cas, il y a le sens du timing et du suspense. Tu sais, on dit que c'est le maître du suspense, Hitchcock. C'était le premier, mettons, tu sais. Oui, exactement. Puis de le voir dans cette annonce-là, mettre un peu du suspense. Puis à l'époque, tu sais, il faut se reporter à 1959-60. Là. C'était une autre époque. Là. Hey, ça fait longtemps, là, si on parle de 20 ans, 23 ans avant que je naisse. Exact. Et c'est 60 ans. Et j'ai l'édition 60e anniversaire de Psycho. C'est nouveau, ça? Ben, c'est sorti en 2020. Je savais pas. Et là-dedans, il y a la version theatrical, là, sortie au cinéma, qui avait jamais été mis sur des DVD, Blu-ray, peu importe. Arrête, et pour tout vrai? ça. Il y a à peu près 1 minute et quelques de surplus. C'est rien de trop, mais ça avait été coupé par la suite. Ça avait été un peu censuré. Puis là, ça a de la nono aujourd'hui et de nos jours, mais à l'époque, c'était des affaires. Tu te dis, OK. Mais là, pourquoi tu me l'as pas dit? Ben, je te le montrerai, mais c'est... J'aimerais ça. Parce que, pour venir à la bande-annonce, c'est qu'à la fin, ce n'est pas Janet Leigh qui est dans la bande-annonce, c'est, voyons, Vera Miles. En tout cas, c'est qui fait sa sœur Lila. Ah oui? Ouais, parce que Janet Leigh n'était pas disponible. Fait qu'on demandait. Elle est tellement dramatique, hein, c'est drôle. Oui. C'est bol. Mais écoute, comment t'as trouvé ça, Bruno, ton écoute de Psychose? Moi, j'adore ce film-là. Ouais. Là, comme je te dis, j'ai pas eu beaucoup de temps pour faire beaucoup de recherches cette semaine. Fait que tout ce que j'ai, c'est mon knowledge général du film. J'ai lu le livre. Je me souviens que j'ai lu le livre puis que j'avais vraiment, vraiment aimé ça. Je me souviens que j'ai appris aussi avec Cynthia, c'était quoi la fameuse, on parle de Cynthia Erivo, là, Oui. qui m'avait rendu conscient de la fameuse situation un peu croche de Hitchcock par rapport à l'auteur Robert Bloch, que je trouve un peu plate. Honnêtement, là, ça me tétille pis ça a un petit peu, je dirais pas gâché mon expérience parce que Psycho, c'est bon dans tout ce que c'est. Le film est excellent, le livre est excellent, tout est excellent, comme les acteurs. La musique. La musique, le paysage, Anthony Perkins, Oui. tout est magique, tu sais. Le premier Loomis est dans ce film-là. Psycho, c'est Psycho, mais oui, ça, je t'avoue que c'est quelque chose qui m'achale beaucoup, mais... Parles-tu du coût que payé pour l'achat du livre, de l'histoire? Pas juste le coût, mais les raisons derrière le coût.
Moi, c'est plus l'affaire de arriver puis faire je vais toutes les acheter pour que moi j'ai le crédit de ton idée. Moi, je suis un gars qui est comme ça, tu sais. J'ai aucun problème à partager le crédit avec personne. J'ai jamais aucun problème à donner le crédit des autres parce que je suis toujours impressionné par tout ou pas, tu sais, tu comprends. Mais en même temps, enlève-moi pas le mien. Moi, je suis un petit peu comme ça, puis ça, je trouve que c'est une situation de même un peu. Ben, je vais t'amener un autre angle, moi, Bruno. Parce que ça, c'est une perception, ce qui est entendu. On n'était pas là, ni toi, ni moi. Moi, j'ai entendu une autre histoire. OK, ben shoot. Ben, l'autre histoire, c'était vraiment parce qu'Hitchcock, là, ne voulait pas dévoiler aucunement l'intrigue du film et bon de l'histoire là, avant qu'il fasse son film. Ouais, donc, il a demandé à son assistante d'aller acheter tous les livres possibles qu'elle pouvait trouver. Parce qu'il ne voulait pas révéler la fin du film, il voulait pas que les gens tombent là-dessus puis qu'ils connaissent le punch. Donc lui, son but, c'était de couper non pas d'enlever tout le crédit. En tout cas, moi, les différentes interventions que j'ai entendues à gauche, à droite, là, même du scénariste, de certains acteurs, de Hitchcock lui-même. Bon, on pourrait enlever Hitchcock parce qu'on pourrait dire que c'est sa version des faits. Ouais. Mais moi, ce que j'ai entendu des gens autour, et son assistante, c'est la même chose. Son assistante, d'ailleurs, sur le Blu-ray, il y a le making-of, puis on la voit là-dedans. Je sais pas quel âge je l'ai rendu, mais... C'est une machine, un cerveau dans une bouteille avec des petits bocals là, qui dit des... Tu regarderas le making-of. Là, ça ressemble un peu à ça. Mais ça okay. Non, c'est parce que un de mes amis, des fois, il dit, tu sais, la personne est morte, mais elle a oublié de tomber à terre, tu sais, genre, là. Fait que, en tout cas... Les dents sont encore là. C'est ça. Non, mais la madame, écoute, là, je pense que la madame est rendue, je sais pas trop quel âge. Mais écoute, ça fait longtemps, Psycho, là. Tu dis quoi, 60? Non, ben non. Ben oui, c'est ça. Ça fait 60 ans. Ça veut dire qu'elle, mettons qu'elle avait elle doit être rendue dans les 90 ans. Puis lors de l'entrevue, elle disait avoir dans les 80 ans là, sur le making-of. Et elle, ce qu'elle disait, elle parlait de ça aussi, c'est que lui, il voulait pas révéler. Quand il a vu c'était quoi le plot twist à la fin, il s'est dit, je veux aucunement le dire. Et ça a même transparu dans le film. Je vais avoir plein de faits à te raconter pendant qu'on va avancer dans l'histoire. OK, ben, tant mieux, sérieux. Je l'aime beaucoup, ce film-là. Il y a quelque chose, il y a une place spéciale, puis je le trouve sincèrement bon. Écoute, moi, Bruno, là, j'adore ce film-là. Même le remake. Écoute, ça fait trop longtemps. Tu sais, je me souviens de l'avoir regardé, là, à l'époque, là, pas longtemps après sa sortie. Puis je me souviens d'avoir dit, ah, c'est cool, c'est une version couleur de Psycho, tu comprends? Oui, mais pas juste ça. En plus, c'est une version vraiment à la couleur du jour de Psycho. Oui. Tu sais, même si ça se passe aujourd'hui avec les règles, tu sais, on n'a plus les mêmes règles de... on s'entend, là, quand que Anne Heche tombe écartée sur le bain, là, c'est loin d'être gracieux, puis ça rajoute de l'horreur à la scène. Oui, c'est proposé dans la version 1960, mais c'est mis dans ta face dans la version 1999, je pense. Je suis pas sûr si c'est ça. 98, en tout cas, dans les environs de ça. Il me semble avoir vu 98, là, justement. Là. Puis Vince Vaughn, je l'ai trouvé cœur, hein? C'est lui, right? Oui, c'est Vince Vaughn qui joue le rôle. Ouais. Cœur, hein? J'ai fait aïe, tu sais. Il n'est pas allé à l'encontre du tout. Il a vraiment comme channelé le vrai. Modernisé oui. Une vue là-dessus. Et je pense plus proche de la vision du roman, parce que dans la vision du roman, Norman Bates, ça n'a rien à voir avec Anthony Perkins. Là. Non, t'as raison. C'est vrai qu'il est comme il est beaucoup plus dark. Plus dark, physiquement, qui ressemble aucunement. C'est un gars court, un petit peu corpulent, avec des lunettes en fond de bouteille, excuse-moi de dire ça comme ça, mais des lunettes très épaisses. Et c'est un gars qui regarde la porno, puis que bon, etc. Ton complexe 2D puis est bien plus exploité dans le livre que dans le film. Dans le film, tu penses sérieusement, à un certain point, quand tu le regardes la première fois, tu te demandes si sa mère est vivante. On dirait que tu le crois. Puis c'est ça que Hitchcock a voulu donner à ce film-là. C'est une aura de... Tu t'en vas voir un film en rapport à un triangle amoureux. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, puis c'est fucké. C'est fucké. Puis tu te ramasses avec quelque chose qui est complètement ailleurs. Puis encore là, à l'époque, c'est la raison pour laquelle il a gardé plein de suspense. Pour la fin, pour le twist, mais aussi pour le Drew Barrymore original. Ah ouais. On s'entend-tu, les gens pensaient jamais de voir une grande vedette comme Janet Leigh mourir si tôt dans le film. Fait que ça, c'était du jamais vu. Fait que c'était très innovateur. Savais-tu qu'il avait même fait semblant qu'il avait fait des auditions pour trouver une Madame Bates, une Maman Bates? Ah ouais.
pour qu'on pense qu'elle était vivante. Puis ben, ça fait du sens. Ben, techniquement, il y en a une. Tu entends sa voix. C'est pas vrai que c'est Anthony Perkins qui fait cette voix-là. Là. Non, exactement. Non, c'est une actrice. Ben, il y a quelques voix qui sont surimposées qui disaient, là, mais il y a une en particulier. C'est tellement fucké, là. C'est... Ouais. Pourquoi je suis empathique à cet homme-là, je le sais pas. Mais puis en plus, là, Norman Bates, là, c'est un gros queer favorite, hein? Ben maintenant, oui, ben c'est parce que on sait que lui, il est sorti du placard à un moment donné. Je sais pas si c'est quelques années avant sa mort. Norman Bates ou Anthony Perkins? Anthony Perkins. OK, merci. Ben, mais ça explique les choses maintenant, c'est bon. Oui, puis c'est vraiment un drôle de parallèle parce que le scénariste du film, je pense que c'est Joseph Stefano, je pense. Il y a tellement... C'est fantastique, le film, parce que, tu sais, quand tu dis les astres sont alignés, là... Ben oui, comme tu disais pour Halloween, comme on disait pour Fright Night. Exact. Ça fait des classiques, là. Et voilà. Fait que là, tout était aligné là-dedans. Le scénariste... C'est lui qui s'est fait demander, OK, bon, fais-moi une coupe de pages, je vais lire. Mais tu sais, Hitchcock, au départ, supposément qu'il était pas très fort sur le fait de travailler avec des jeunes auteurs. Là. Tu sais, lui, il voulait faire affaire avec des gens déjà établis. Fait que là, il y a eu un premier script d'un autre gars qui écrivait je pense, certaines de ses émissions dans sa série Alfred Hitchcock présente. Ouais, que j'ai jamais écouté, là. Moi, j'en ai vu quelques épisodes, c'était drôle, mais c'est Hitchcock au départ qui présente avec son humour pince sans rire, puis là, ben, il y a des choses un peu. C'est un peu comme les Twilight Zone. Tu sais, moi, un truc à suspense. Ah, de l'anthologie, là? Oui, c'est des anthologies. Ah, ouais. Fait que, moi, j'en ai vu quelques-unes par le passé, puis je trouvais ça intéressant. Donc, il y avait une équipe qui travaillait sur Alfred Hitchcock présente. Et c'était un de ses scénaristes qui a écrit un premier scénario, supposément, qui était vraiment pas bon. Puis là, il a demandé à lui, je pense que c'est ça, Joseph Stefano, là, faudrait que je regarde dans mes notes. Là, il a écrit une couple de pages. Fait que là, Hitchcock a regardé ça, c'était intéressant, on va faire une rencontre. Puis là, il a décrit vraiment une bonne partie, comment ça pourrait se passer, tu sais, le gros de l'histoire. Hitchcock a vraiment aimé ça. Puis il a dit, let's go, je te prends, tu me fais un scénario, puis je vais aller avec toi. Puis le gars, à l'époque, était en psychanalyse parce qu'il avait des problèmes avec sa mère. Oh! Et la scène de la fin, là... scène de la fin! Ouais. La scène de la fin, tu sais, quand le gars, il explique un peu ce que Normand... Normand, ouais, c'est pour ça que je vais peut-être dire des fois Normand ou Marion, là. Des fois, je sais pas, je vais le dire en français ou en anglais. Marion, on dirait que c'est pas... Marion, je trouve ça beau. Mais non, on va dire Norman. Mais c'est que Norman, la raison qui explique pourquoi il est comme ça, à la fin, quand il explique ça, ça vient de l'explication du scénariste, puis Hitchcock a vraiment pas aimé ça. Ah non? Pas qu'il a pas aimé son écriture, mais c'est qu'il trouvait que ça ralentissait l'allée du film. On n'avait pas besoin de tout expliquer. Mais ça se débat. Là. C'est les studios qui ont voulu ça. Ah, c'est studio, man. Arrêtez de tout fucker. C'est bon. Mais encore là, c'est vrai que c'est un peu facile l'explication qu'il a donnée à la fin, là. Oui, exactement. Mais en même temps, je trouvais qu'il y a des éléments là-dedans qui sont tout à fait justes. On en parlera, là. Moi, j'ai pris quelques petites notes en lien avec ça aussi, là. Ben, ils ont fait quand même une série avec ça, puis une excellente série, là, je dois dire. Là. L'as-tu écouté, toi, Bates Motel? J'ai pas vu la dernière saison, là. Je suis comme... écoute, honnêtement, là, je pense que c'est dans mon... top 10 de mes séries préférées. Ah oui, hein? J'ai trouvé ça excellent. C'est vrai, Freddie Highmore, il était quelque chose, là. Freddie Highmore, ça, c'est Norman Bates. Ah, il était écœurant, cet acteur-là. Freddie Highmore, bon docteur, là. Sa mère aussi, Norma Bates, qui est Vera quelque chose. Oui, c'est comment qu'elle s'appelle? Elle joue dans The Conjuring. Oui, c'est ça. Flamiga ou... Ouais, Vera Flamidia. Dans ce moment. Je vais aller le chercher. Flamiga, quelque chose comme ça. Bon, ben, sa sœur, là, c'est la petite blondinette là, dans American Horror Story. La petite blondinette dans American Horror Story. J'ai-tu la première saison? Avec Connie Britton? Oui. La petite blondinette. Ben, c'est qui fait la blonde de Evan Peters. Ah, ouais, c'est sa sœur. Puis quand tu sais ça, va voir les photos, tu regardes les deux une à côté de l'autre, puis tu vois les ressemblances immédiates. Celle qui a joué dans un film qui s'appelle Anna, je pense, ça se peut-tu? Ça se pourrait. Puis, non, elle était bonne, elle aussi. Elle est super bonne. Est-ce que tu voulais que j'aille avec mon synopsis ou. Oui. Ouais. Je vais y aller tout ça. Les filles sont prêtes à tuer. Elles sont toujours prêtes, écoute. Marion Crane, une secrétaire vivant à Phoenix, en Arizona, se sauve avec une somme de 40 000 appartenant aux clients de son employeur.
Elle veut aller retrouver son amoureux, Sam Loomis, résident en Californie, afin de refaire sa vie avec lui. Marion Crane. En route, elle s'arrête dans un motel isolé dont le gérant est un jeune homme sous l'emprise de sa mère. Elle qui ne voulait que se laver de ses péchés, elle sera coupée du reste du monde à jamais. Qu'est-ce qui se passe chez le beau Normand? Post-mortem par la Samana. Même s'il a l'air d'un bon garçon, le problème est dans son pantalon. Lucia, t'aurais pas dû aller à cette école. Norman Bass, t'aurais peut-être besoin d'un psychologue. C'est le cas de le dire aussi, hein. Mon Dieu, je l'ai comme pris dramatiquement. Oui. Ben, c'est un peu ça que j'ai voulu. Puis en même temps, je voulais faire un peu des jeux de mots avec ce qui arrive, là. Fait que c'est un peu les deux. Bruno, avant d'aller avec les stats, je voudrais te donner la description d'une psychose, c'est quoi? Bonne idée. Pour ceux là, qui nous écoutent puis qui vous dites, ouais, on sait à peu près c'est quoi une psychose. Donc, les troubles psychotiques affectent le fonctionnement du cerveau de façon majeure en modifiant les pensées, les croyances ou les perceptions. Une personne atteinte d'un trouble psychotique peut, par exemple, entendre des voix ou avoir l'impression que d'autres personnes manipulent ses pensées. Oh my God. Ça, là, c'est vraiment bien illustré dans les livres de Cynthia. Ah oui, hein? C'est drôle qu'on parle de ça, là, mais ouais, assez quelque chose. Moi, je voulais aller chercher la définition parce que je me suis dit, je vais avoir comme quelque chose d'assez bien ciblé. Puis quand, en lisant ça, j'ai dit, OK, ouais, vraiment, là... Je sais pas si t'es d'accord avec moi, il y a 2 thématiques dans ce film-là. Est-ce que t'en vois une ou 2? Moi, j'en vois 2, là. Ben, c'est parce que ça dépend, il y en a tellement qui sont explorés. Il y a comme genre le Moral Compass qui est exploré, il y a le complexe d'Oedipe qui est exploré. Moi, il y en a 2 principales, là, mais comme tu as dit, là, ce que tu viens de nommer, ça pourrait rentrer là-dedans aussi. Moi, c'est la santé mentale puis le voyeurisme. Il y a aussi tout l'aspect genre de chercher le bonheur. Quand ils sont ensemble au début, là, dans la chambre d'hôtel, là, c'est genre, lui, là, il y a du alimony à payer, il y a une dette de son père qu'il doit rembourser, puis c'est comme... C'est ça qui l'empêche d'être heureux, puis c'est ça qu'il a besoin de régler pour être avec elle, puis elle, c'est ça qu'elle cherche à régler en volant d'un homme qui vole. Il paye pas ses taxes ouvertement. Tu comprends-tu? Fait que exact. Il y en a tellement de choses qui sont soulevées là-dedans, puis ça, c'est le genre de choses que ça se passait beaucoup dans les années 60, c'est juste que, parce qu'il y avait juste 2 classes, il n'y avait pas de classe moyenne, c'était les riches puis les pauvres. Exact. Puis ça, c'est ce qui faisait que les riches regardaient un peu en bas, comme la tête... Ouais, moi, je paye pas mes taxes, c'est vrai, comme la, tu sais. En tout cas, peut-être que je me trompe, là, mais... Non, mais il y a plein... Ce que tu nommes a plein de bon sens, puis je vais te laisser aller dans tes stats, puis ça se peut que je vais amener des petits éléments autour de ça. T'es prêt? Ouais, je suis prêt. Donc, Psycho, un film de Alfred Hitchcock. En français, ça s'appelle Psychose et il n'a pas été traduit au Québec, bien sûr, parce que c'est pas un film canadien. Et voilà. Donc, produit par Alfred Hitchcock. Un scénario de Joseph Stefano, basé sur le livre de Robert Bloch, nommé Psycho aussi. Musique de Bernard Herrmann. Cinématographie de John L. Russell, édité par George Tomasini. Distribué par Paramount Pictures. Il est sorti le 16 juin 1960 à New York et le 8 septembre 1960 aux États-Unis au grand complet. D'une durée de 109 minutes, tourné en anglais. Un budget de 800 947 $, c'est précis. Et il a ramassé 50 millions au box-office. Beaucoup d'argent. Hein? C'est beaucoup de sous. Comparé à ce que ça a coûté, c'est comme... Wow, 50 fois son budget et plus. Et oui. C'est fou. Mettant en vedette Anthony Perkins dans le rôle de... Je pensais que c'était pour dire Normand, mais bon. Ben, c'est ça, Patrick Normand. Vera Miles dans le rôle de la sœur de Chose, là, je me rappelle plus de son nom. Lila, donc c'est la sœur de Marion. Elle s'appelle Lila. Lila, la femme qui est tant dramatique. Je ne peux pas vivre ça m'a fait rire. John Gavin, Martin Balsam, John McIntyre et Janet Leigh. Yeah. Notre première Scream Queen. Ouais, on pourrait dire ça. Maman de Jamie Lee Curtis, pour ceux qui ne savent pas d'ailleurs. C'est malade, hein? C'est connu, mais tout d'un coup, vous ne saviez pas que c'était la maman de Jamie Lee Curtis, puis que John Carpenter, quand il a embauché Jamie Lee Curtis pour Halloween, ben, il était quand même assez heureux d'avoir la fille de Janet Leigh.
Ben, c'est quelque chose. Je sais pas. Puis tu sais, 2 Scream Queen, une après l'autre. Non, mais Psychose a tellement été une référence pour beaucoup d'autres films qu'Halloween 20 ans plus tard. Il y a aussi, et ça, j'ai remarqué ça récemment quand j'ai réécouté Carrie, la scène, le fameux là, on l'entend dans Carrie? C'est un petit peu moins épeurant que Norman Bates. Ouais, non, j'avoue. Just saying. Non, mais je suis pas capable de le faire aigu non plus, mais tu sais, les espèces de violons là, qui screechent là, dans la scène de douche. Bon, ben ça, là, dans Carrie, ça joue aussi quand elle fait bouger les choses, là, et c'est un hommage à Psychose. Ah ouais, je sais que dans Bride of Chucky aussi, quand Chucky il vient pour tuer Tiffany, là, puis que tu le vois approcher dans le rideau, là, dans même, là, c'est quand elle arrive dans la... Écoute, tous les films d'horreur, on dirait que ça part tout de Psycho, même s'il y a eu toutes les Vincent Price pis ces affaires-là avant, là, Psycho, c'est le premier Oui, on pourrait dire ça. Écoute, puis ils disent, là, tu sais, on parle d'Halloween, on parle des JLO. Plus je le regarde, ce film-là, plus je me dis, c'est extraordinaire. Pour l'année où ça a été fait, l'époque, je devrais dire que ça a été fait. D'ailleurs, c'est notre deuxième film de Hitchcock qu'on fait. Oui, je le sais, moi, tout, j'ai noté ça. T'as-tu, ok, je sais pas si c'est juste moi, genre, t'as-tu remarqué que Norman Bates, il prend de la confiance au fur et à mesure que le film avance, et pire quand il tue Janet Leigh. Ben, Marion, excuse. On dirait qu'il devient plus confident après, puis je suis comme, c'est comme fucké que tu retires de l'estime de toi après avoir tué quelqu'un. Sais-tu, moi, j'ai une autre vision de ça, parce que je pense qu'il réalise pas tout à fait ce qu'il a fait. Lui, il pense que c'est sa mère. Même à ça, quand le monde, ils viennent, là, le voir après, tu sais, t'as le détective qui arrive. Le détective, là, il arrive à le déjouer, là, sans problème. Sa face, ça craque jamais. Ah, ça, je suis pas d'accord avec ça. Tellement que tu vas revoir, là, quand le détective va le voir, il se met à bégayer, puis c'est tellement évident, là. Ben oui! Que. Parce qu'il rend nerveux. Il rend nerveux, puis que le détective, il achète vraiment pas. C'est ça qui met des doutes, qui fait appeler. Il est un petit peu rushant, hein? Ouais, quand même. Borderline rushant. Mais tu sais, en même temps, ils auraient eu les résultats si Norman Bates n'avait pas été un psychopathe, là. Exactement. Mais écoute, avant d'aller dans l'histoire, parce qu'on va faire 2-3 émissions avec ce film-là, c'est incroyable. Ouais, c'est vrai, ça. Mais Hitchcock, est-ce que tu savais que Paramount voulait vraiment pas qu'il fasse ce film-là parce qu'on se rapporte à 1959. Puis en 1959, c'était assez, comment je pourrais dire, puritain, si on pourrait dire ainsi. Il y a eu beaucoup de bâtons dans les roues partout parce qu'il se faisait refuser. Puis finalement, il a comme fait une deal que si c'était lui qui faisait toute la job puis qu'il le produisait parce qu'il croyait beaucoup, avec son propre crew, Paramount allait le distribuer. C'était comme une entente. Puis finalement, Paramount a fait comme c'est comme une histoire de ta gueule, là. Tout à fait. C'est une histoire de ta gueule. Mais faut juste dire une chose. Et ça, c'est un coup de génie de Hitchcock. Là, faut lui donner ça. Il croyait tellement à son produit. Habituellement, lui, il était payé par film là, un salaire de 250 000 par film. 250 000? Ce qui est beaucoup là, pour l'époque. Là. Et il a refusé. Il a dit, OK, parfait. Moi, là, vous voulez pas faire le film? Je vais le faire pareil. Il y a 2 films qui étaient censés le faire, qui ont tombé à l'eau. Et finalement, il a dit, OK, après avoir lu le roman, puis il a dit, c'est ce film-là que je veux faire avec Joseph Stefano, qui ont conçu ce scénario. Ils ont dit, on s'en va vers ça. Paramount qui se dit, c'est dégueulasse cette histoire-là. On veut pas faire ce film-là. Voyons donc, c'est dépravé. Puis ça, tu sais, ils trouvaient ça épouvantable. Maintenant, ça n'a rien à voir, mais à l'époque, ça l'était. Ouais, mais à l'époque, écoute. Puis il y a des scènes, je vais t'en parler, il y a plein de détails tantôt, mais c'était vraiment pour eux autres là, beaucoup trop. Et là, lui, il a dit, parfait, avec mon équipe de Alfred Hitchcock présente, je vais faire quand même le film. Le film qui était, comme je te disais habituellement, là, qui aurait été payé 250 000 comme salaire, Hitchcock a dit, je veux même pas, payez-moi pas mon salaire. Je vais prendre mon équipe qui travaille sur Alfred Hitchcock présente. Finalement, ils sont allés le faire sur le terrain d'Universal. Ils appellent ça le backlot, là, l'espèce de truc en arrière des studios Universal. Et il a dit, parfait, payez-moi pas, mais je vais prendre 60% des revenus du film. Puis un peu la formule qui a été répétée avec les Blumhouse puis tout ça. Là. Ouais. Et là, ce que Hitchcock a dit, c'est que je vais prendre 60%. Puis Paramount, comme quoi, il était tellement sûr que c'était pour se péter à la gueule avec ce film-là. Il a dit, oui, c'est pas de problème. Tu ne charges rien, ça coûte rien pratiquement. Fais donc ton film. On va pas se mêler de ça. Puis advienne que pourra. Et finalement, M. Hitchcock, avec le 60% des revenus, là, il a fait 15 millions. Hein? 15 millions. Lui, là, je parle de lui, son salaire, là. Non, mais 60% de 50 millions, c'est pas ça.
Non, mais c'est parce qu'il a fait 60% de 15 millions comme au départ. Parce que tu sais, quand tu parles de 60 millions, probablement c'est après un certain bout de temps. Ah, OK. Il a fait 15 millions. Puis en argent d'aujourd'hui, là, si on regardait ça, là, ça aurait été un salaire de 120 millions. Tu sais, il aurait été payé 250 000, puis finalement, son salaire est tombé à 15 millions. T'imagines-tu? Ben, c'est l'homme le plus payé au monde. Tu dis, le gars, il a été visionnaire, puis il a cru en son produit, fait que bravo, Alfred. Ben, tu sais, toute l'histoire de qui le crédit, puis toutes ces affaires-là, ça enlève rien à Alfred, tu sais. C'est ça. Le film, c'est un chef-d'œuvre, ça va toujours l'être, tout comme le livre d'ailleurs, tu sais. Je pense que c'est comme un des premiers films qui dealait vraiment dans ta face avec la maladie mentale, puis qu'il y avait un gros discours pour le justifier à la fin en plus, tu sais. Oui, puis tu sais, comme moi, j'aime bien rendre à César ce qui appartient à César. Je veux quand même, puis c'est important qu'on le dise, donner un coup de chapeau à quelqu'un qui a influencé Hitchcock. Moi, c'est dans mes recherches, j'ai trouvé ça. C'est Henri Clouzot. C'est lui qui a fait le film Les Diaboliques, qui a inspiré un peu Hitchcock. Les Diaboliques, je ne connais pas. C'est un film de 1955, donc 5 ans avant. Et Clouzot a vraiment, vraiment influencé Hitchcock. Henri Clouzot, il y a un autre nom là, du milieu que là j'ai comme un blanc de mémoire. Et Hitchcock a tellement pris de la place dans l'imaginaire cinématographique, ça a mis un peu dans l'ombrage Clouzot. Mais je pense qu'il l'a vraiment mentionné, Hitchcock, que Clouzot, ça a été aussi une influence pour lui. Puis Les Diaboliques, c'est qu'il y a une scène dans une salle de bain aussi. Il y a un meurtre dans une salle de bain. Alors, mon Dieu, c'était populaire dans ce temps-là? Oui, parce que c'était tellement tabou en plus. Alors, je vais commencer avec... C'est tabou de tuer quelqu'un dans une salle de bain? Écoute... Dans la cuisine, dans le salon, c'est bien correct qu'on peut en parler très ouvertement. Mais dans la salle de bain, tu sais, c'est quelqu'un qui va là-dedans. C'est un entre-deux. Dans le sous-sol, parle-moi-en même pas. Ah non, on va pas là. Surtout pas un fruit seller. Inacceptable! Inadmissible. Donc, écoute, ça débute le film. Moi, là, encore là, le fabuleux score de Bernard Herrmann. Hey, quelle chanson stressante! Ça, là, pèse sur play, là, quand quelqu'un fait une crise d'anxiété, là, Chris dit ça dans les oreilles. Sa tête va exploser. C'est fini. Écoute, il y a aussi, là, faut rendre aussi justice à tout le monde qui est impliqué dans ce film-là, mais il y a Saul Bass. C'est lui qui a fait les sketchs de la scène de la douche. Ah, OK. Et c'est grâce à lui qu'on a les espèces de visuels. Les lignes? Les lignes qui s'entrecroisent. C'est Saul Bass qui a créé ça. C'est hot parce que c'est, tu sais, c'est poche, mais c'est hot. Oui, c'est hot parce que ça va avec la musique. Oui, c'est stressant au bout. Sais-tu quoi? Ça rappelle les coups de couteau. Ah, c'est vrai, hein? Fait que c'est ça l'idée, c'est que ça rappelle un peu les slashes de couteau. Fait que ça fait ça. Puis comme à l'époque, le Psycho, c'était comme on dirait, tu sais, Psycho, t'es écrit avec une ligne en plein milieu. Oui. Écoute, j'ai eu ça dans toute la semaine dans la tête. Là, je le chantais. Écoute, c'est fabuleux, là. Écoute, imagine quand ils ont fait ça. Ils ont fait ça une année, là. Je pense que c'est à New York. Ils ont présenté le film avec l'orchestre symphonique. Wow! Hey, je sais, ils ont fait ça avec les Harry Potter, imagine-toi. Oui, si je peux voir ça un jour, j'haïrais vraiment pas ça. Mais bref, bravo pour le score de Bernard Herrmann, bravo pour l'espèce d'image de départ de Saul Bass. Et là, au début, c'est un plan qui, je vais quand même le préciser, parce que au départ, si tu vois une caméra qui s'en va de très loin vers une fenêtre de chambre d'hôtel. Ouais. Ça, initialement, il était censé le faire avec un vol d'hélicoptère, mais finalement, c'était trop, ça bougeait trop. Fait qu'ils ont dit, puis à l'époque, c'était pas aussi sophistiqué que maintenant. Ouais. Et là, je fais un petit parallèle d'un film que j'ai regardé cette semaine et que je suis un peu obsédé maintenant que ce film-là. Ça s'appelle Play Misty for Me. Ah, je connais pas. C'est le premier film que Clint Eastwood a réalisé. Okay. Et il joue dedans. Et ça m'a fait des rappels de Misery. Ce que je t'ai dit, Clint Eastwood, moi, ça m'a fait penser à Back to the Future, le 3e. Je les ai écoutés pour la première fois, il y a pas longtemps. Fait que là, moi, c'est récent. C'est bon. C'est super bon. Mais je suis content que c'est rendu dans ta culture, Back to the Future. Je les ai écoutés en les comprenant. T'sais, mais le 3, c'est le temps que ça finisse. Oui. Moi, j'aime bien le premier et le deuxième. Troisième, moins, mais quand même. Mais pour revenir à Clint Eastwood, c'est qu'il a fait Play Misty for Me. C'est le premier film qu'il a réalisé. Lui, il est animateur de radio. C'est un genre de DJ là, à la radio. Okay. Et il est
un peu achalé, torturé par une stalker. C'est-tu un film d'horreur ou c'est un On western? pourrait faire un jour. Non, c'est vraiment un film suspense thriller. Ben, j'ai jamais vu de film avec Clint Eastwood. Lui, là, il a fait plein de films de western, il est reconnu pour ça, mais écoute, dans les années 80, 90, 2000, là, il a réalisé plusieurs films écœurants, là. Mais ça date de quand, ça? Ça, c'est 1971. Oh shit, ça fait longtemps, pareil. Hein? Je l'ai acheté en Blu-ray. Et j'ai regardé, j'ai entendu, je pense, un des plus beaux commentaires d'un historien qui a tellement bien expliqué là, chacune des étapes du film. C'est magnifique. Pourquoi je te parle de ça? Parce qu'au début du film, il y a une séquence où il y a un hélicoptère qui part puis qui filme jusque proche de Clint Eastwood. Et ça, cette track-là, après avoir vu mon autre écoute de Psychose puis savoir qu'il voulait faire ça en hélicoptère, je me suis demandé, je me demande si Eastwood, il a pas fait ça un peu en hommage à Psychose. Ah, pour réussir à le faire une fois que la technologie existait, là. Exact. Parce Ben, que dans le nouveau, ils l'ont fait. Dans le remake, je sais pas si tu te rappelles, la tech est belle en esti. Faudrait que je me remette, c'est trop loin, mais... Tu vois même pas de coupe, tu vois ça partir, ça rentre dans la fenêtre, puis la scène est là. T'es comme, comment? Comment ils ont fait ça? C'est super quand tu vois que c'est réussi techniquement parce que c'est... Tu sais, pour nous, on regarde ça, on est assis sur notre sofa à enjoyer, à apprécier le film, mais techniquement, t'as tellement de choses à considérer. Moi, en tout cas, c'était vraiment film, mais il y a eu quand même une coupure à ce moment-là. Puis, là, à un moment donné, ben, on sait qu'ils sont à Phoenix, en Arizona. On sait que c'est le 11 décembre. Même place où est-ce que Bella se fait kidnapper dans Twilight. What are you talking about? You want me to go away? I can't. No, I can't just leave you. Tu vois, je savais pas. C'était l'après-midi, puis là, bon, j'ai vu que c'était à 2h43, fait que c'était sa pause. Fallait qu'elle reprenne le travail à 3h. Fait qu'il y avait un petit, comme ils disent, un afternoon delight. Oui, un dîner. et c'est là que... Et la raison, c'est pourquoi ils ont marqué cette carte-là le 11 décembre. Vendredi le 11 décembre. Non, mais j'ai trouvé ça cool. C'est pas toi qui tripais ces dates, d'ailleurs? Oui. Oui, mais, ok, bon. Absolument. Quand j'ai vu ça, au départ, tu vois ça, c'est cool, ils mettent une date. C'est que quand Marion, elle vient pour s'en aller en voiture, pour s'en aller à la maison, qui sont mal de tête, là. Ouais. Puis qu'elle voit son patron passer dans la rue. Ouais. Bon, ben, devant, il y a des déclarations de Noël. Fait qu'ils ont rajouté ça après? Ben, hey, j'aurais jamais remarqué ça, moi. Ben, moi non plus, mais tu sais, il y en a qui... En noir et blanc, là, c'est pas... Ouais, mais Hitchcock est tellement pointu, tellement perfectionniste que lui, s'est dit non. Ben, fait juste pas écrire de date, c'est tout. Ouais, c'est ça, mais je pense qu'il voulait juste expliquer dans quel temps. Donc, c'est ça, là, c'est un rendez-vous pendant leur l'heure de repas, de break. Là, t'as Marion Crane, je vais l'appeler Marion, là, à quelques occasions. Et son petit ami, son amant, qu'on pourrait dire, Sam Loomis. Hey, non, mais il coupe le souffle, lui, là, quand tu le vois la première fois. Moi, je me rappelais plus de ça. Écoute, comme je te dis, c'est sûr qu'on voit pas la même chose. Moi, c'est elle qui me coupait le souffle, mais... Oui, avec ses contes de Madonna dans Vogue. Ah, mon Dieu! Hey, quelle brassière! Super pointu. Tu vois que ses seins sont même pas soutenus. Ça, c'est un danger de se faire crever un œil, là. C'est incroyable, là. C'est comme dans le Bye Bye 93, quand tu sais, là, Patrice Écuyer qui faisait... Dominique Michel. Faisait Madonna. Ah oui, il faisait Madonna aussi, oui. Puis là, il disait Go to hell. Go to hell. Puis là, quand elle faisait Sonia Benezra, puis elle vient donner une caresse, puis elle s'accote la joue sur son tonton, elle fait Ah, Madonna, aïe aïe. Don't believe it, aïe. Mais tu vois le danger que ça a, c'est ça. Ah, Fait que... Puis là, ben bref, ce qu'on retient de ça, c'est que leur discussion, c'est que, tu l'avais dit un peu au départ, c'est que Sam Loomis, si ça vous rappelle quelque chose, Sam Loomis, Halloween. Dr. Loomis, Billy Loomis, donc quelle influence. Donc, Sam la Loomis. famille Le Domas. Le Domas, non, ça c'est autre chose. Le but, c'est qu'elle est tannée, qui se rend compte comme ça un peu à la sauvette. Elle veut vraiment aller plus loin avec lui, elle l'aime au bout. Mais lui, il dit, ouais, mais j'ai des dettes, il faut que je paye mes dettes laissées par mon Je père. suis pas un homme. Non. Il fait un peu sa bitch, mais il est fucking courageux. Je sais pas quoi dire. Moi, je suis pas un tripeux de Sam Loomis, là, mais moi, ce que je trouve... Non, je suis pas un tripeux, mais en même temps, tu sais, lui, il veut... Tu sais, lui, il est là pour le sexe. Puis il rappelle, là. Il rappelle. Ben, oui, mais je veux dire, il cherche, là, après, là, à y être sa sœur, pis tout, à savoir c'est quoi qui est arrivé à Fake M, là. Je pense qu'il l'aime, moi. Ouais. Je vais te revenir avec mon take là-dessus tantôt. Donc, c'est une aventure avec un homme, là? Non, pas du tout, mais c'est parce qu'il y a une scène qui n'a pas été filmée, qui avait été scénarisée, qui se ramassait avec Laila après, puis quand tu... Ça avait l'air de ça, un peu, ouais.
Fait que bref, tu sais, d'après moi, c'est un gars, là, il a un courant d'air puis il le suit, là, tu sais. Moi, je pense que c'est à peu près ça. Donc, c'est ça. Il arrive, c'est une bouche d'égout, là, whoops, non, c'est pas... Bon, lui, je pense que ça l'amuserait pareil. Mais bon, donc c'est ça. Il y a des dettes, il doit les payer, puis là, on peut pas trop être ensemble. On sait que lui, il est marié, mais séparé, pas encore divorcé. Elle aimerait que, on va se marier tous les deux, ouais, mais là, je dois rester dans le building où je travaille. Dans le building, je pense qu'il appartient. Ben, il faut qu'il rembourse une dette à son père Que son père avait laissé, puis qu'il a hérité. Et là, il faut qu'il rembourse ça. Okay, en tout cas, il y a de la misère. Puis tant qu'il paye une pension à sa femme, ben là, il a comme pas les moyens. Il faut qu'il travaille. Fait que là, tu sais, il se voit à la sauvette. Fait que lui, on sait qu'il vient de la Californie. Elle est en Arizona. Fait que lui, il vient pour un voyage d'affaires. D'affaires? Ouais, ben on sait quel genre d'affaires. Et là, c'est ça. Ben là, il s'en retourne en Californie. Elle s'en retourne à sa job, à son travail. C'est une secrétaire dans une firme immobilière, je crois. Et quand elle arrive, ben là, tu vois le caméo de Hitchcock, qui en fait dans chacun de ses films pratiquement, puis là, on le voit Hitchcock à l'extérieur. Ah, je l'ai même pas vu. C'est en 40, c'est le même genre de take que dans The Birds. Là. Donc, elle rentre dans le bureau, on le voit dehors, puis il y a un chapeau de cowboy. Puis elle retourne à la job, là, en sentant le cul. Là. C'est... Ah ouais, elle a pas pris de touche à rien, là. Moi, je suis des fleurs, tu sais. Ah ouais. Ben, elle a l'air de ça, par exemple, on va y donner. Ah, mon Dieu. Quelle belle, non, mais quelle belle femme, sérieusement, là. Ah, vraiment. Puis aussi, elle est comme distinguée, sophistiquée. Mais tu sais, quand t'es belle en noir et blanc, là. Oh my God. Tu comprends tout ce que je veux dire? C'est quelque chose. Non, là, tu sais, sa peau est comme lisse, puis tu sais. Wow, ouais. L'autre femme qui joue à côté d'elle, on s'entend qu'elle est pas super avantagée, là, tu sais. C'est comme un peu plate. C'est sûr que c'est la fille à Hitchcock? Oups. M'excuse. Non, mais je vois. C'est tellement drôle que tu dis ça. C'est Pat, probablement Patricia, mais Pat Hitchcock, c'est la fille à Alfred Hitchcock. Pat Hitchcock. Ça fait drôle de même. Je m'excuse, j'ai 80 ans, je m'en entends. Son nom, c'est Pat Hitchcock. Oui, c'est ça. C'est vrai que tu le fais, c'est pas chic, hein. Okay. Mais, puis là, non, mais c'est drôle que tu dis ça quand on voit l'autre. Moi, là, elle rentre, elle vient à sa place, elle dit j'ai mal à la tête, blablabla. Là, t'avais donné des médicaments pour le mot de tête. Et là, Patricia, Patricia qui lui dit, tu sais, quand le vieux vient draguer Marion, là. Ah, il est dégueulasse, lui, sérieux, là. En français, là, oui? Sa voix, là, est tellement saoulonne, là. Ouais. Il a même pas l'air d'être capable de faire un pas en avant de l'autre. Ah, ouais. Là, j'étais comme Chris, en anglais, il est pas si sous que ça. Ah, non, du tout. Il est pervers cochon. Mais ouais. il est pas Soulon du tout dans sa voix. Non, en français, là, il parle. Je te jure, c'est vraiment le même qui parle. Hey, c'était pas gracieux, hein? Remarquez, je dis pas que j'achète le bonheur. Mais en tout cas, je neutralise le malheur. Je n'ai jamais sur moi plus que ce que je peux perdre. Et je déclare, hein, ça passe alors, sous le nez du fisc. Hey, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas écouté en français, je l'ai pas regardé en français, mais je pense que tu vas me donner le goût d'aller voir cette séquence-là. Mais bref, on apprend que la sœur de Marion est à Tucson, en Arizona, qui est une ville plus loin. Là, eux sont à Phoenix. Elle est partie à Tucson pour la fin de semaine. Donc, tu sais, ça peut expliquer pourquoi que mon nez. Elle est partie coucher avec Sam Loomis. Ouais, cherche. Non, parce que lui, à moins qu'elle dit qu'il est parti à Tucson, il est parti à Fairville, finalement. Et là, t'as Mr. Cassidy, là, c'est lui qu'on parle, qui est l'espèce de cochon pervers. Donc, lui, il travaille pour une compagnie de pétrole. Là, il a beaucoup d'argent. Il arrive sur place, il y a 40 000 $40 000 finalement, tu sais, petit parallèle ça a été le salaire de Anthony Perkins pour jouer dans ce film-là. Ah ouais, puis c'était intentionnel? Moi, j'ai l'impression que oui. Moi, je pense que oui. C'est pour ça qu'ils ont dit, on va mettre un gros chiffre, puis ils ont mis 40 000. Quand même, c'était beaucoup 40 000 $ dans ce temps-là. Tu sais, si une madame pensait qu'elle pouvait se sauver... Si je me trompe pas, là, j'ai entendu la conversion. Je pense que ça équivaut, c'est-tu 350 000 aujourd'hui? Quelque chose comme ça. Il me semble que c'est un gros montant aussi. Ouais. Dans le nouveau, je pense que c'est comme 100 000 qu'elle a. Ouais, parce qu'il n'a pas le choix de moderniser. Là, sinon, 40 000, ça n'a pas été beaucoup. Mais bref, c'est qu'il veut acheter une maison pour sa fille, puis 40 000, c'est comme une espèce de down payment là, qu'il veut donner. Et quand il parle avec Marion, toutes les allusions qu'il fait, hein? Ah, c'est dégueulasse! Puis elle, là, elle est juste tellement pas phasée par ça. Elle, ouais, OK. Son sourcil ne bouge même pas. Il n'y a même pas de réaction.
Non, c'est comme tu me fais absolument rien, puis ton cash, ben tu vas le perdre, mon gars. Mais puis c'est plate parce qu'il mérite un peu de le perdre avec tout ce qu'il dit, puis comme... Pour lui, c'est comme si je traîne jamais sur moi, qu'est-ce que je peux pas me permettre de perdre. Bon, ben, si tu peux te permettre de le perdre puis que tu t'en vantes la gueule, ben, perds-les. Exactement. Je comprends son raisonnement un peu, je m'excuse, hein, c'est pas correct. Là. Moi, j'ai zéro empathie avec lui. Zéro empathie. Ah, moi non plus, fuck you. Pas zéro, toi, lui. Zéro. Puis, et là, ce que je trouve drôle, c'est quand, je sais plus, je vais l'appeler Patricia, là, Pat. Quand elle vient, parce que je ne sais plus son nom de personnage, Patricia, quand elle vient la voir, elle lui dit, je pense qu'il te draguait. Puis là, elle dit, tu sais, il m'a pas dragué parce qu'il a dû voir ma bague. J'ai fait, ah ouais, c'est ça qui a fait en sorte que tu penses qu'il t'a... OK. Ça, tu sais quoi ça fait passer? Ça fait passer deux amis qui sont ensemble, puis qu'il y en a un qui, tu sais, il pogne, puis l'autre, il pogne pas, puis que l'autre, il dit, elle a une attirance envers moi, là. Oh! Mais en tout cas, c'était ça. Moi, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, non, c'est pas parce qu'il a vu ton genre, c'est parce que... Ben, c'est parce que c'est Janet Lacey, ça, tu sais. Tu sais, Marion, là, quand tu la vois, tu te dis, oh! Ou peut-être qu'il voulait juste tout simplement faire son fraîchier, parce que c'est ça qu'il a fait. Exactement. Puis là, c'était pas drôle parce que, tu sais, c'est l'époque, hein. Tu sais, il dit, on va aller voir dans ton bureau ton whisky, je sais pas trop quoi. Fait que là, ouais, puis je décide que c'est ça qu'on boit, puis... Et là, je l'ai dit. Fait que, tu sais, mais je pense que les autres, ils s'imaginaient bien qu'il y avait des petits flasques de cachés dans son bureau, mais bref. Fait que là, ben, finalement, elle sac son camp parce qu'elle a mal à la tête, mais... Le boss lui dit, va donc déposer l'argent à la banque. Je veux pas qu'on garde ça dans le bureau pendant la fin de semaine, parce qu'il faut se dire que c'est le vendredi. Donc, elle dit, OK, parfait, je vais aller déposer ça en route. Donc, là, elle s'en va, elle s'en tourne à la maison. Une fois à la maison, ben là, elle passait du blanc au noir. J'ai même pas remarqué, non. C'est intentionnel de la part des Hitchcock. Elle passe d'une brassière blanche à une brassière noire puis une jupe noire. Ah, ouais, c'est bien cool. Parce qu'il voulait partir de son côté plus angélique au départ, un petit peu, là, à la partie plus machiavélique, un peu plus noire, du fait qu'elle s'en allait partir avec l'argent. Ah, c'est tellement fucké, hein, parce que moi, Marion, je la vois pas comme une vilaine, mais c'est un peu ça qu'elle est, tu sais, veut pas, là. Ouais, mais il y a comme une rédemption avant qu'elle meure. On va en parler tantôt quand même. Là. Oui, c'est vrai, ça. Ouais. Ah, c'est triste. Ouais, moi, j'ai trouvé ça... Cette fois-là, j'ai regardé ça, j'ai dit, c'est bien donc triste, ça. Comme... J'avais pas vu ça comme ça. J'ai appris ma leçon trop tard. Too late, j'aurais dû faire un détour. Bye-bye. Est-ce qu'elle va avoir mal puis avoir peur, man? Oh, shit! Écoute, je vais t'en parler tantôt, mais oui, tu sais, puis aussi toute la conception, tu sais, de la psychologie de ce qui se passe, là. Quand tu y penses pas, tu y penses pas. Mais quand tu l'entends... parler de ça, quand Janet Leigh parle de cette scène-là, puis comment que c'est décrit, tu te dis, OK, je vois des choses que j'avais jamais vues avant, là. Mais bref, elle change de brassière, de jupe, c'est rendu de là. Puis là, tu sais, à un moment donné, juste une enveloppe sur le lit, une prise de caméra de l'enveloppe, c'est comme si tu dis, OK, qu'est-ce que je fais? L'enveloppe, l'argent, la maudite argent, là, elle a comme un rôle dans le film. On dirait un personnage en soi. On dirait qu'elle parle, puis ça parle super fort, puis que c'est comme le... Quand ça lui dit, hey, je suis là. Oui, comme moi, sérieux. Puis tu sais, quand elle le met dans le journal, puis qu'elle le place super bien, c'est comme il faut prendre soin. Puis quand elle prend le 700$, puis qu'elle tourne, tu sais, il y a comme un esthétique là, avec l'argent qui est comme vraiment fucké, qui fait que ça a l'air fucking bon. Ça a l'air fucking propre. C'est extraordinaire. Tu sais, tu dis, là, tu sais, on parle de 1960, 59, que ça a été tourné 60, là. Mais tu dis, tu sais, il n'y avait pas eu tout ce qu'on connaît comme film depuis ce temps-là. On n'avait pas les cartes de crédit, les cartes de débit, pis toutes ces affaires-là. Là. Exactement, mais je parle au niveau de l'esthétisme du film, puis de la façon de tourner les scènes. Tu sais, de dire juste comme d'avoir la caméra qui filme la liasse d'argent. Comment qu'on communique les ironies dramatiques. Et voilà, exact. Ding, ding, ding! Salut Laurence. On sent tout de suite, juste dans la prise de vue, qu'elle a un doute, elle veut partir avec l'argent, pas juste s'en aller à la banque avec, elle veut faire quelque chose avec, on le sait juste. Ben, elle veut aller sauver son amour, tu sais, elle, c'est tout ce qu'elle pourrait donner ça à lui, il paye sa dette, puis là, ils partent les deux se marier, puis la vie est belle, puis tout ça. Je comprends. Et là, en s'en allant, elle voit son patron passer, tu sais, son patron qui servait que hey, what the fuck, qu'est-ce que tu fais là? Mais qui continue. Ouais, ça m'a fait un... Puis sa face, tu le vois, hein? Quand elle la regarde, puis elle fait comme... Oh shit, j'ai dit allô. Ouais. J'aurais dû faire me cacher dans... Tu sais, qu'il me voit pas, là. Et puis toutes les voix dans sa tête. Exact. Ça, c'est super quand les voix dans sa tête, le discours intérieur sur ce qu'elle pense que les gens disent d'elle, c'est fantastique. Puis ça, en même temps, c'est que ça comme banalise Norma Bates. Oui. D'entendre ces voix-là.
Oui. Parce que là, tu te dis, c'est-tu elle qu'ils entendent, ces voix-là, ou c'est-tu comme... Moi, c'est intéressant d'un point de vue. Moi, c'était plutôt... Est-ce que vraiment c'est eux qui se disent ça ou que c'est juste elle qui fabule? C'est ça, c'est ça, c'est comme une anxiété, c'est avoir peur de ce qui n'existe pas. Exact. Avec la chanson qui joue... Oui. Puis qu'elle conduit, puis là, après un break, elle se repose, puis là, le policier il arrive, puis le policier il a l'air super suspicieux, il la suit, comme... Puis, les plans de caméra d'en face, t'as-tu remarqué? Oui! Ah non, écoute, ça, là, puis ça, là, et ça, là, il disait que c'était comme, mettons que ta caméra, tu sais, c'est une, je sais pas combien de millimètres, puis qu'on fait quelque chose de plus large, qui fait que quand il prend les plans, il est capable de les prendre plus proches. Et puis l'image est super belle, elle est super crisp, là. Et là, tu te rends compte parce que elle était fatiguée, on voit qu'elle cogne des clous, puis elle reste du coin du chemin, et c'est là que le policier, justement, il arrive, puis il commence à la questionner, puis tu sens sa nervosité, là, évidente. Même si sa face est de marbre, tout le reste shake. Oui, puis le policier s'en rend compte, puis il te dit pourquoi qu'elle est nerveuse de même, elle? Elle a dit... T'as rien à me dire, je peux m'en aller, là, je vais m'en aller. Et là, il monte son permis de conduire. Fait que lui, il sait, tu sais, au moins... Mais c'est elle veut pas laisser de traces, c'est ça? Exact, oui. Elle veut pas laisser de traces de où est-ce qu'elle s'en allait, tu sais. Hey, d'ailleurs, juste petite parenthèse, une autre chose que j'ai appris, c'est que Hitchcock, il y avait une peur viscérale des policiers. Ça venait de son enfance. Ça fait que ça serait comme un hommage à ça, parce que ça marchait. En tout cas, c'était assez... Oui, c'est pour ça qu'il a fait ça, puis qui a mis le policier, puis qui était d'en face comme ça, puis qu'elle, elle se sentait nerveuse. C'est comme ça qu'Hitchcock s'est toujours senti que les policiers tout le temps dans sa vie. On se sent tous un peu de même, je pense, hein? Oui. Veux pas, là, tu s'en vas sur la route, puis tu conduis à 40 d'une zone de 50, t'as l'impression que ça va te faire arrêter parce que tu conduis trop slow, là. Puis même quand t'es un policier derrière toi, t'as rien à te rapprocher, puis là, t'es juste mal, là, il peut t'y passer. T'oses pas le regarder, là, c'est... Non, c'est ça, exactement. Fait que c'est ça, j'ai trouvé que c'est sûr qu'elle était... On pouvait se méfier, là, elle était quand même nerveuse. Là, le policier qui la suit quand même, elle s'arrête chez un concessionnaire chez California Charlie. Donc, elle pourrait changer sa voiture. Charlie avec Pat Hitchcock. California Charlie, Pat Hitchcock. Pat Hitchcock. Et là, elle veut changer de voiture pour avoir une voiture qui a une plaque de Californie au lieu de l'Arizona. Moi, je pensais qu'elle voulait juste comme disparaître un peu plus, puis que, tu sais, j'étais comme, pas mal ça va marcher, mais ok. Je pense qu'elle veut refaire sa vie, puis laisser tout ça là, puis repartir avec une nouvelle voiture, partir à zéro, aller retrouver Sam avec une voiture, avec la plaque de la Californie. Fait que c'est pour ça. Puis comme tu as dit, là, elle a fait échanger sa voiture et elle a dû donner 700$ aussi en surplus qu'elle a pris, comme tu as dit, là, elle était dans la salle de bain. Le vendeur a trouvé ça vraiment difficile, comme dur à croire qu'elle acceptait ça. Fait que clairement, elle se faisait fourrer. Ah ben oui, puis elle, c'est comme, je veux juste sacrer mon camp. Le policier est de l'autre côté de la rue. Mais en même temps, moi, le vendeur, tu la regardes, puis là, elle regarde de l'autre côté, puis tu vois le policier là, tu te dis, hey, il y a anguille sous roche, mais je ferme ma gueule, je vais avoir une bonne deal. C'est ça qui est peut-être pas trop rapide, le monsieur. Ah non, mais tu sais, en même temps, tu te dis, tout est en règle, il pouvait rien faire, là. Elle avait rien à se rapprocher. Ben, c'est juste que lui... qu'elle avait comme 40 000$ qui appartiennent pas dans le char. Et voilà, tu sais, tout ça, c'est ce qu'il savait pas. Là, c'est ça, puis... L'officier qui rentre dans la cour, il la regarde, puis là, à un moment donné, c'est l'autre qui crie « Hey! » ça, là, tu vois, ils ont comme repris un peu ce concept-là dans le Pacte du silence. Ah, je me souviens pas. Ici, tu sais, quand elle revient, ah mon Dieu, crée-moi, tu vas t'en rappeler, mais qu'on la regarde. Ah ouais, hein? Mm-hmm. OK, quand elle arrive sur le bord du char, là, sur le bord de la fenêtre. Oui. Ah oui, non, j'avoue. Mais oui, ça avait été un jumpscare pour moi, là. Mais, et celle-là aussi, parce que là, tu dis, elle, dans sa tête, puis lui aussi, OK, il vient de s'apercevoir de quoi, mais c'est juste qu'elle va oublier ses valises. Et là, encore là, en route pour le reste du chemin, discours intérieur, là, dans sa tête, elle imagine la conversation entre le policier puis le vendeur, l'échange entre Pat puis son patron, là, donc entre l'autre secrétaire puis le patron. Ouais, ben là, elle est pas revenue, elle est partie, elle avait juste mal à la tête. Tu sais, il y a tout ce discours-là. Et as-tu remarqué le visage de Marion à un moment donné quand elle conduisait, le sourire qu'elle avait? Oui, parce qu'à un moment donné, on dirait qu'elle a fait comme... Elle a comme compris qu'il méritait de se faire voler son cash, genre, puis elle a fait comme fine, j'y vais, c'ti. Hey, moi, j'avais pas remarqué ça encore là, mais en regardant, je me suis senti mal à l'aise avec ce genre de sourire-là. Puis quand tu regardes le sourire de Norman à la fin, il y a comme un rapprochement entre les deux. Oui, vraiment. Vraiment, c'est vrai. Ou la troisième fois, même en le regardant, je regardais son sourire, puis j'étais comme un petit peu tout croche. Je dis, j'aime pas ça, ce sourire-là, mais. Ben, c'est parce que je pense qu'il démontrait ici, c'est qu'on a tout du good, puis on a tout du evil dans nous autres. Tu sais, c'est. Exactement, t'as raison. C'est simple que ça, là. Ça revient toujours à ça, un peu, là. Exact. Ça, c'était son côté un peu plus malin. Genre,
j'y vais vers l'avant, j'assume ce que j'ai fait. L'autre, c'était maudit sale, exactement. Ouais, il va avoir sa leçon. Pis tout. Mais y avait-tu une license plate à un moment donné qui est comme Anal 709? Ah, j'ai pas remarqué. Non, ok, je me rappelle pas c'est lequel je sors, puis je vais aller, c'est quoi, je vais aller voir sur Internet si je suis capable de la trouver. Ben oui, pourquoi pas. Juste pour ceux qui savent pas, la ville de Fairvale, là, en Californie, n'existe pas. C'est une ville fictive. Ah ouais? Oui. Par contre, moi, j'étais allé mesurer, j'étais un peu freak comme ça, la distance entre Phoenix et Los Angeles. Ok, je vais peut-être pas aller checker. Non, c'est pas ça, j'ai comme eu un flash après. Non, va pas voir ça, là. Va pas voir ces plaques de Oh, d'accord, attends, j'ai enlevé le A, puis number plate in Psycho. Fait qu'il y a quelque chose. OK. Un petit peu. Is there any significance of the number plates on Marion's two cars? NFB 418 pour la première. Anal, ANL. Well, I'll let you guess what people have speculated. Ok, bon, c'est juste des. Il y a beaucoup de théories, mais en effet, c'est anal. Ah, bon. NFB, je sais pas c'est quoi. Là. Ben, ça doit être une joke de Hitchcock. Et là, c'est ça. 598 km quand même. Parce que ma question était. OK, à part de Phoenix, pour aller le rejoindre à Fairville qui n'existe pas, mais maintenant qu'elle s'en va dans un coin proche de là, Los Angeles, parce qu'elle avait un journal de Los Angeles, c'est loin comment? Ben, c'est 598 km entre les deux. Ça veut dire que c'est comme 5 heures et ish et plus de route, là. C'est Paul. Fait que c'est pour ça que je me disais, elle conduit bien longtemps, elle. Elle voulait se sauver pour vrai. Parce qu'elle semble avoir couché le vendredi soir dans son char, réveillé le samedi. C'est là que le policier l'a trouvé. Puis là, elle a fait le reste du chemin. Puis c'est quoi? C'est samedi dans la journée qu'elle arrive au Bates Motel? Ben, en soirée. Oui, t'as raison, parce qu'il fait noir quand t'as raison. Il fait quand même noir. Puis dans la version française, pas restaurée, là, il fait tellement plus sombre, là. Ah oui, hein? Ah ouais, c'est fou. Puis ben, tu vois que c'est pas un vrai sombre, mais c'est assombri. OK. Écoute, c'est ça. Donc, elle continue sa route après avoir acheté la voiture. Elle arrive. Et là, tantôt, je parlais de la signification. Pas la signification, mais l'importance. Tu sais, le policier, c'est le policier qui a dit Madame, vous devriez prendre un motel. Il y en a plein ici au lieu de dormir sur le bord de la route. Fait que c'est lui qui l'a tué. Ben, ils disent que c'est mini-responsable, même s'il voulait pas, de l'avoir envoyé là-bas. Ben là, non, là. On va pas le blâmer pour ça. Non, faut pas le blâmer, mais tu sais, les gens vont pousser un peu loin. Mais elle arrive au Bates Motel. Puis moi, j'ai pas nécessairement taisi, mais je pense qu'elle a fait peut-être exprès de se rendre à ce motel-là parce que c'était un peu plus isolé pour pas être trop dans un endroit visible. Ça se peut-tu, c'est ça, hein? Si je me trompe pas, là, le rôle de Marion Crane dans Bates Motel, c'est Rihanna qui le joue. Ah oui? Ouais, il me semble que oui. Tu vas aller checker. Écoute, moi, quand elle arrive là, t'as raison, c'est soir, il pleut à boire debout encore là. Puis elle s'enregistre sous le nom de Marie Samuels. Oui, à cause de Sam Loomis, c'est smart. Mais smart, mais pas smart en même temps. En même temps, ben, tu sais, dans le roman, elle s'appelait pas Marion, elle s'appelait Marie. C'est vrai! Que l'autre, il disait, hey, c'est quoi ton adresse? Ben, fallait marquer ta ville, puis elle marque Los Angeles. Et là, lui, il donne la clé de la chambre 1, puis on sait pourquoi, là. Hein? J'avais pas remarqué à quel point c'était heavily implied qu'il se crossait en la regardant là-dedans aussi. Ouais, ben, c'est ça exactement. Puis là, tu vois qu'il est mal à l'aise hein, avec les choses intimes parce que tu sais, quand il va lui montrer sa chambre, il dit OK, t'as ça, puis là, il y a over there. Au lieu de dire la chambre de bain, il dit over there en anglais. Enfin, ça, je sais pas comment il dit, là, je me souviens pas. Là. Ça fait qu'il appelle ça en bas, lui. Oui, down there, au lieu de dire sexe et tout ça. Donc, lui, il est vraiment, tu vois, tout ce qui est rapprochement, là, intimité, il est vraiment pas à l'aise. Donc, là, elle dit la chambre de bain. Yes, c'est ça. Mais lui, ça capote à l'instant où il pogne une érection, là, si je comprends. Là. Ah oui, lui, là, qui est excité là, sexuellement, là, comme c'est sûr que c'est là qu'il y a un trigger qui s'ouvre dans sa tête. C'est peurant, pareil, là. Ah oui. Mais là, tu vois qu'il l'invite à dîner parce que c'est sûr qu'il y a une attirance. Écoute, qui serait pas attiré par Marion? Là, moi, je serais attiré par Marion, aussi. À 40 000 $ dans sa sacoche. Hein? Ouais, si quelqu'un t'a fait un petit filon pis te l'a dit. Quoi, je savais qu'elle va te donner 700. Un 2 pour 1. Ou son char. Tu peux leur vendre pour faire du cash. T'sais. Norman, il l'invite à dîner. Elle cache l'argent volé dans le journal. Hein, c'est ça que tu disais. C'est là qu'elle l'a caché, tout bien. Et là, c'est là qu'elle entend une dispute entre Norman et sa maman, en parenthèse. Puis ils se disputent fort en cibonac. Puis là, tu te dis, comment il se fait pour se répondre? Mais bon, ça, c'est un mystère du film. Hey, t'imagines-tu être dans cette pièce-là? Hey, non, mais moi, j'ai justement d'être une mouche sur le mur, puis t'as regardé le gars qui se parle. Hey, la mouche, elle freeze. What the fuck is wrong with that Mr. Esti? Ah, la mouche, elle tombe morte à terre direct, là.
Hey! Puis la maison, là. Tu sais, on peut-tu en parler de la maison? La maison de Thriller, ouais. Oh, man, que c'est creepy, cette maison-là. Mais je l'aime, la maison. Ben, je sais. Quand je trouverais ça cool d'aller la voir. Et savais-tu que c'est inspiré d'une toile, cette maison-là? Ouais, de qui? D'un peintre, ça s'appelle The House by the Railroads. I wanna see, I'm going to see right now. Ah, ben oui, vraiment. Vois-tu? Elle est assez, elle est comme creepy un peu, de Edward Hopper. Ouais, maintenant Psycho est bien plus épeurante. Par exemple, ça c'est comme super champêtre. Oui, oui. Un beau petit balcon. Oui, tout à fait. Mais tu sais, c'est son inspiration pour créer cette maison-là Ben, c'est comme cette maison-là abandonnée. Et voilà, exactement. Et là, bon, c'est ça. Il entend la dispute avec Norman puis sa mère. Puis c'est vraiment important quand même parce que, tu sais, on entend... tu viendras pas dans ma maison faire des choses dégoûtantes de même avec une femme. Elle entend ça, puis bon... Lui, finalement, il revient. Il dit, ouais... Ma mère est fâchée. C'est l'autre. J'ai comme entendu, là, tu sais... Aïe, c'est quoi le pire, c'est que des situations de même me sont arrivées tellement souvent quand j'étais petit. Ouais, ben ma mère est fâchée. Ouais, moi aussi ça m'est arrivé. Ah boy. Ben c'était pas pareil, mais je me parlais pas tout seul, mais quand même. Personne pour ça, là, ouais, c'est ça. Je m'inventais pas des affaires, mais bon. Donc, ben quoi que c'est peut-être déjà arrivé que j'ai inventé que c'était ma mère, puis c'était pas vrai, mais bon. On ne dira pas. Il veut pas aller dans sa chambre, hein, tu sens que il veut pas aller dans la chambre de Marion. Pourquoi non? Parce qu'il est excité sexuellement. Ben, il va être excité l'autre bord aussi. Ben, pas nécessairement. Il voit ça comme une zone neutre, un endroit apaisant où il y a ses bébites empaillées. Fait que pour lui, c'est comme un lair qui le rend comme... Ouais, je comprends ce que tu veux dire, ça sécurise, là, ouais. Ça sécurise, c'est comme une zone neutre pour lui. Tandis que dans sa chambre, il verrait ça comme un potentiel endroit de copulation. Fait que je pense qu'il est vraiment tout croche par rapport à un rapprochement. Puis là, les oiseaux empaillés partout. Donc, il fait de la taxidermie. Puis c'est important parce que on va apprendre à la fin du film, je pense qu'il a comme fait ça avec sa mère aussi. Ok, t'as-tu entendu de la musique? Non? Ok, c'est dans ma tête, excuse-moi. Wow! Norman Bates sort de ce corps. Je seulement allais dire, j'espère que t'entendras pas des messages de ta mère. She wouldn't even hurt a fly. Ce que j'ai appris aussi, c'est que Hitchcock, dans beaucoup de ses films, supposément, qui fait beaucoup de parallèles entre la nourriture et le meurtre, et la nourriture et le sexe. Ah! Et au début du film, quand il lui dit, Sam, t'es en train de s'habiller, il dit, ah, t'as pas mangé ton lunch, on voit les sandwichs à côté. Il vient de consommer le sexe. Et là, elle mange sa sandwich, puis lui, il parle, lui, il mange pas. Il dit, ah, tu manges comme un oiseau. Ça, c'était fucking dégueulasse. C'est comme quoi, tu la compares à comme une bébite qui mange des barres de terre, là? Et là, c'est là que je trouve Anthony Perkins. Il est fantastique. Tu sais, quand il se met à bégayer, là, parce qu'il est stressé. Ouais, mais c'est parce qu'elle insulte sa mère. Ouais, mais tu sais, il dit ça. Quand il dit, you eat like a bird, ben il dit ça, c'est pas vrai, c'est une falsy. Le falsity, ouais. Falsy. Il dit c'est falsy. Puis là, c'est là qu'il dit qu'il préfère empailler les oiseaux parce qu'ils sont passifs. Quand tu sais tout ça, après, tu dis c'est bien creepy, cette discussion-là. Puis là, il raconte sa vie avec sa mère, tu sais, qu'elle est quand même malade mentalement, là, elle est pas bien. Tu sais, gros paquet de red flags, là. Oui, déjà là, mais bon. Et là, quand elle lui dit, ben, t'as pas pensé, tu sais, de la mettre à quelque part. Fait que là, c'est là qu'elle pète une petite mini-fuse, là. Ah oui, ça clique, là, dans sa tête, là. Ça fait comme, Tu veux dire, la place à quelque part, tu parles d'une maison pour les fous, Madhouse? Pourquoi t'as pensé à là tout de suite? Parce que c'est ça qu'il dit. Il dit, quand les gens parlent de ça, là, mettre à quelque part, ils veulent toujours insinuer une place, un hôpital psychiatrique. Puis il a raison quand les gens, tu vas la placer à quelque part. Parce qu'elle était pas bien déjà mentalement. Fait que ça aurait pu être une résidence, mais à l'époque, c'était des... selon lui. Selon ce qu'il dit à lui, ouais, c'est ça. Mais quoi qu'à l'époque, quand les gens étaient pas bien, il leur donnait, il faisait des lobotomies, puis là, il faisait des chocs électriques. On fait ça à Alice Robbie, je pense. Ben, exact. Fait que c'est pour ça que, tu sais, lui, il voit ça comme ça. C'est quelque chose, hein. Puis là, il dit, ben voyons donc, she's harmless. Ah ouais, harmless au bout. Ben oui. Ça, on parle de la vraie, oui, en effet, on peut pas faire grand-chose. Ouais, pas grand-chose. Et c'est là qu'il dit la phrase iconique. We all go a little mad sometimes. Qui est répété par Billy. Oui, dans Scream Bay, oui. Et là, c'est là que j'avais aucunement vu ça. S'il n'avait pas arrivé qui était arrivé, c'est le discours de Normand qui influence Marion. Quand il lui parle qu'on est comme tout piégés dans notre vie et tout ça, puis c'est elle qu'elle se dit, ouais, mais là, cette fois-là, c'est moi qui me suis mis dans un piège. Puis quand il parle de ça, elle réalise que... Hey, le gars, là, il est tellement enchaîné, tellement piégé par sa vie avec sa mère... Je veux pas vivre ça. Et c'est là qu'elle décide de repartir. Elle veut repartir. Do what's right, là, ouais. Redonner l'argent. C'est cette discussion-là. Puis tu le vois dans son non-verbal. Et là, regarde, puis elle se dit,
shit, c'est bien trop vrai. Mais là. elle dit aussi qu'il faut qu'elle retourne à Phoenix. Oui, et c'est là qu'elle donne son vrai nom. Fait que là, lui, il regarde comment elle s'est enregistrée, Marie Samuels. I'm safe. Ouais, I'm safe, exactement. Je commence à me dire si c'est pas le dernier petit bout qui manquait pour le faire revirer complètement. Peut-être, ça ferait du sens. Tu sais que dans son subconscient, là, de dire « Oh, OK, toutes les pièces sont en place, là, je peux laisser la place à Mother pour faire ce qu'elle a à faire. » Ben, en fait, tout pas, ça là. a été déclenché parce qu'il s'est crossé en la regardant. Oui, puis là, c'est ça. Là, ça va dans la cabine, en tout cas, ils disent cabine, là, mais dans la chambre numéro 1. Ouais. Et là, il enlève un tableau pour regarder dans un trou, un peephole, une espèce de trou. C'est comme là. dans celui de Roger Rabbit qui sort qui fait tomber la bouteille de bière. Ouais, c'est ça. Savais-tu que la toile, dans la bande annonce qu'on a regardée tantôt, là, tu sais, quand Alfred Hitchcock il dit Ouais. Oh, ce tableau a une certaine importance, mais. Puis là, il change de sujet. Ce tableau-là, oui, ça a de l'importance parce que c'est là qu'il l'enlève puis il regarde dans le trou puis qu'il voit Marion se déshabiller. Là. Ce tableau-là, ça s'appelle en français Suzanne et les deux vieillards. En anglais, c'est Susanna and the Elders. OK. Et ça dépeint une femme qui se fait espionner pendant qu'elle se baigne tout nu parce qu'elle se fait violer par les deux hommes. Ah, mon Dieu! Ben oui. Je regarde la peinture. Ben, il y en a plusieurs, hein? Ouais, je viens d'apprendre ça. Mais pourquoi qu'il y a plein de versions différentes de ça? C'est donc bien creepy comme peinture. Oui, ça a été repris beaucoup parce que c'est comme si c'était Nébuleux qui était l'auteur initial de ça. Fait qu'il y en a qui ont fait des recréations. Il y en a en sacrifice, là. Oui. Parce que ça daterait là, des années 1500, 1600, si je me trompe pas. Ça veut dire que c'est depuis ce temps-là qu'on se bat pour ce genre d'équivalence-là, puis on démystifie ça d'une façon quelconque, puis encore là, on n'a pas compris. Ben oui, écoute, c'est sûr. Et là, c'est ça, comme tu as dit, et je sais pas, on voit pas nécessairement qu'il se masturbe en regardant là, mais on sait, dans la version de 98, que Vince Vaughn, ben, il se masturbe. Là, fait que... Ben, dans le vieux, c'est le fait qu'il se masturbe pas qui fait qu'il la tue. Oui, dans exact. le nouveau, c'est le fait qu'il se masturbe, puis c'est son orgasme qui aurait déclenché le fait qu'il a fait un switch. Et c'est un peu fucké, là. Je pense que dans le roman, ils décrivent ça. Je me souviens pas. Ça fait longtemps, là, j'avais lu un extrait, puis il me semble qu'il décrit ça. C'est pour ça qu'il trouvait que c'était très pervers. Pourquoi tu veux faire un film là-dessus? Mais bref. Donc, c'est ça. Bref, il la voit se déshabiller. Dans la version longue, on la voit enlever sa brassière, Janet Leigh. Dans la version régulièrement qu'on avait toujours vue, on la voyait pas. Non, mais on voit le bord, là, tu sais. Ah, ouais. Une seconde plus tard, on aurait tout vu, là. Donc, mais on sait que Norman, il la voit. C'est ça. Donc là, lui, il est comme tu dis, un trigger. Donc, il retourne à la maison. Pendant ça là, elle compte l'argent. Ça, c'est important. Sur un bout de feuille, elle indique ses dépenses. Ouais, parce qu'elle cause sur un bout de feuille contre moins le 700, c'est ça? Mais là, je pense qu'on l'a pas vu, mais je pense qu'elle décrivait aussi ce qu'elle a payé pour la chambre d'hôtel. Fait que elle voulait... Mais en même temps, c'était un prétexte. Et ça, c'est le scénariste qui est arrivé avec ça. Il a dit à Hitchcock, je veux qu'on montre une chambre de bain, je veux qu'on voit une toilette. Et ça, c'était tabou à l'époque. De montrer une toilette? Oui. Dans cette année-là, il n'y avait aucune... Jeannette Bertrand, au Québec, là, elle racontait qu'elle, dans sa série Quelle famille, c'était, je vais dire innovateur, mais en même temps, pas innovateur, c'était tabou. Quand elle montrait, à un moment donné, tu voyais Jean Lajeunesse, son mari, qui se brossait les dents dans la chambre de bain, la fille qui va chercher telle affaire. Il avait jamais filmé dans une chambre de bain. C'était tabou de faire ça à l'époque. Parce que ça s'appelle une salle de bain. Je m'excuse! C'est un des mots qui me... Le mot chambre de bain, c'est un des mots qui me fait twitcher de l'œil. Ah oui? Ça, quand le monde dit estiné au lieu d'obstiné. Ah ouais. Oh my God, ça me fait mal dans le corps, man. Ou quelqu'un qui dit je fais de l'acné de sommeil, là, moi aussi, ça... Oh mon Dieu, j'ai jamais entendu ça, là, mais j'avoue qu'il fait mal. Continue, excuse. Donc, c'est ça, dans la salle de bain. Donc, et là, c'est parce que le principe qu'ils ont ajouté cette scène-là, qu'elle fait ses dépenses, puis elle déchire les papiers, c'est juste le principe pour qu'elle puisse avoir une moyen de montrer une toilette qui flush. De savoir qu'elle était vraiment là aussi. Exact. Montrer la toilette oui, parce qu'elle met ça dans la toilette, puis elle flush la toilette pour faire partie des papiers, mais il y a un papier qui s'en va pas complètement. Puis avoue que le flush, là, il est tellement gracieux. T'as-tu remarqué le son, comment il sonne quand elle flush? Je sais, c'est dégueulasse de dire ça, mais quand tu l'entends, c'est comme, aïe, c'est cristallin, genre, ça a l'air super comme hydratant. Oui, je sais. C'est carrément ça. Un beau nettoyage du côlon gracieux. avec un bidet. Avec un petit bidet qui fait... Donc, mais c'est ça. Mais bref, ça, c'était ce
scandaleux, ça n'a pas de bon sens à l'époque de filmer ça. Je sais. Janet Leigh, elle disait, non seulement de montrer une toilette, mais en plus de la flusher, il n'avait jamais vu ça. De montrer ça à l'écran, c'était disgracieux. Mais là, c'est ça. Elle décide de prendre sa douche, elle se déshabille, rentre dans la douche, et c'est la scène iconique. Tu sais, elle en prend pas tant longtemps que ça, sa douche, là, avant que ça arrive, là. Non, elle commence, puis là, tu vois en background quelqu'un qui rentre là. Puis ce qu'elle dit, Janet Leigh, là, a eu de la difficulté jusqu'à la fin de sa vie à prendre des douches. Elle prenait pratiquement juste des bains à cause de cette scène-là. Ben, je peux comprendre. Moi aussi, je comprends. Parce que qu'est-ce qu'elle disait? Je m'étais pas rendu compte, mais à force... Écoute, ils ont tourné cette scène-là, ça a pris 1 semaine. 7 jours. Oh mon Dieu! 7 jours à faire cette scène-là, du 17 au 23 décembre 59. Ben, pourquoi ça a pris autant de temps? Écoute, j'ai les stats ici, là, il y a 70 angles de caméra différents dans ce qu'on voit. Il y a 50 coupures, donc 50 cuts, 70 angles de caméra. On pense pas à ça, là, mais c'est de la job en maudit, parce qu'il fallait qu'il filme la pomme de douche, il fallait qu'il filme ça, il fallait qu'il filme ça, il fallait qu'elle réagisse comme ça. Pendant que toute la séquence, ça se faisait pour avoir les ombres et toutes ces affaires-là, parce que tu vois tout ça passer, c'est vrai, hein? Donc, elle a tourné, puis il y a aussi une fille, une modèle nue, qui a été embauchée pour faire des séquences aussi. Hitchcock, il disait, je voulais pas prendre une actrice, parce qu'à un moment donné, tu sais, il parle, je pense que c'est un gars qui travaille sur l'équipe, là, je pense que c'est un gars de l'équipe technique qui raconte ça, qu'il raconte comment c'était de travailler avec Hitchcock. Puis il raconte que, il dit, c'était un peu drôle, il dit, tu sais, t'avais les gars qui étaient montés sur des échafauds pour prendre des prises de vue. Eux autres, ils se rinçaient l'œil, évidemment. Ben. Et il dit, c'était tellement drôle d'aller voir Hitchcock face à face avec la fille, la modèle, pour y parler, puis échanger avec elle, puis elle qui était tout nue dans le bain, puis Hitchcock s'en allait jaser. Il dit, c'était un peu drôle de voir ça, c'était un peu bizarre. Encore là, ça que les gars, ils se rinçaient pas tant là, ben, tu sais, veux pas, c'est sûr, là, que ouais. Ben, moi, je pense que oui, là. Il disait souvent que dans beaucoup de scènes d'amour, des scènes un peu sexuelles dans des films, il dit, c'est bizarre, il y a toujours plus de monde habituellement qui viennent faire la technique. Ouais. Ben oui. Puis c'est drôle parce que Janet Leigh, elle en parle, elle dit, tu sais, quand elle est à plein ventre, là, en train de morte, là, ou sur le point de mourir, elle dit, à un moment donné, initialement, il y avait un plan qui avait été écrit par Saul Bass. Saul Bass, là, c'est lui qui a designé l'affaire du début, là, le graphique là, du début qui est des lignes. C'est lui qui a designé toutes les séquences de la douche. Et il y en avait eu une prise qui était en haut, un angle du haut, quand elle est à plein ventre. Donc, on y aurait vu les fesses à l'air. Ben oui, ils l'ont fait dans le remake. Exact. Mais dans celui-là, il était censé le faire, puis ils n'ont pas voulu le faire parce qu'il disait que c'était trop... c'est quelque chose. Tu comprends ce que je veux dire, là? Ouais, moi, ça m'a marqué tout de suite, ça. Tout de suite, quand j'ai vu, je me dis, mon Dieu, ok, ouais, c'est morbide, c'est disgracieux comme ça, oui, la mort. C'est disgracieux, exact. Tu meurs pis t'as le cul à l'air, excuse-moi, là, mais c'est ça, c'est un peu ça cru de même, là. Janet Leigh, elle disait, elle avait des choses qui cachaient, là, des pastilles, puis tu sais, bon, ils ont fait ça, là, que c'était vraiment bien organisé son affaire. C'est que, à un moment donné, elle dit, ses affaires étaient en train de tomber. Puis elle dit, à la caméra, on voyait rien. Et elle dit, les gars, elle dit, c'est drôle, elle dit, pendant ces scènes-là, il y avait plus de gars qui venaient faire de la technique sur les échafauds. Elle dit, c'est un peu bizarre. Elle dit, se sont rincés l'œil, mais elle dit, bon, coudonc. Elle, c'est comme je te disais, bof. J'ai 40 000 $ dans mon tiroir. Genre. Mais bref, c'est ça. Tout ça pour te dire que ça a duré longtemps. C'est une scène iconique. Quelqu'un qui n'a jamais vu Psychose, il sait que cette scène-là se passe dans ce film-là. C'est la scène. Ah oui, là. Définitivement. C'est la scène Drew Barrymore. Moi, je fais le parallèle dans Alien. C'est comme la scène la bébite qui sort du corps du gars. Ah ouais, ben c'est ça. C'est iconique. On n'aurait jamais vu le film, mais il sait que ça appartient à ce film-là. Il y a quelqu'un qui tue Marion, elle tombe par terre. Ce qui est drôle, c'est que, tu sais, la séquence, on y voit le visage avec la transition entre le... Ah, il cligne pas de l'œil! Au départ, là, c'est une... comment il appelle ça? Il dit c'est un still. Tu sais, une photo, là, pesée sur... Un still, ouais. Comme pesée sur pause, là. Ouais. Parce que la femme à Hitchcock était très influençante. Alma, je pense qu'elle s'appelait. Okay. Donc, Alma était super influente parce que Hitchcock, il montrait tout. Puis quand Alma aimait ça, ça veut dire que ça serait bon, il va l'utiliser. Okay. Parce que Saul Bass, c'est lui qui a fait les dessins pour la scène de la douche, mais c'est Joseph Stefano qui a écrit comment ça se passerait dans la douche. Et il s'en allait faire je pense en fin de semaine, je m'en vais calmement quelque part, écris la scène de la douche. Il dit, ouais, mais il dit, non, écris la scène de la douche. Chiant, c'est bobette, là, parce qu'il s'est dit, hey, OK. Tu manques ton shot, là. Fait que là, et quand il est revenu, il dit, OK, je l'ai écrit, je sais pas ce que t'en penses, là, qu'est-ce que vous en pensez, M. Hitchcock, tu sais. Et là, il l'a fait regarder, il l'a fait lire à sa femme Alma, et quand il est revenu,
auprès du scénariste, il a dit Alma, elle a vraiment aimé ça. Le scénariste, là, tu sentais qu'il était ému, il dit ça voulait dire moi j'ai aimé ça, mais c'est juste dans sa nature, il l'aurait pas dit un peu par orgueil, mais ça voulait dire Alma, elle aimait ça, j'ai aimé ça aussi. C'est comme son alter ego d'une certaine façon. Là. Exact. Et ça, Alma, c'est elle qui a réalisé à un moment donné, en regardant le montage un peu, Alma a remarqué quelque chose que jamais personne n'avait vu, c'est que quand, dans la séquence où Marion est morte, là, l'iris, là, il est censé être dilaté, mais ça, c'est parce que il aurait fallu qu'elle porte une lentille dans l'œil, il aurait fallu, je pense, c'est 6 semaines pour qu'elle s'habitue à ça. Fait que Hitchcock a dit de la merde, parce que c'était pas des lentilles d'aujourd'hui, là. Là, il a dit de la chenoute. On va filmer, puis de la merde avec l'affaire de la dilatation de la pupille, tout ça. Personne n'a vu. Après un respire où on voit son pouls. Ah, pour vrai? J'ai pas vu ça. Personne n'avait vu ça. Non, mais on le voit pas, nous, mais eux, quand initialement... non, mais l'attention au détail en esti, hein? Puis là, tout le monde a dit, c'est bien trop vrai. Fait que c'est pour ça qu'ils ont fait une image arrêtée. Juste au début, puis après ça revient à la normale. Parce qu'au départ, il y avait quelque chose qui bougeait. Fait que là, ils sont revenus après ça à la normale. Ça a juste un petit peu de temps au départ. Et là, après ça, il fallait qu'elle retienne vraiment, là, qu'elle bouge pas. Jusqu'à temps que la caméra parte, puis là, Hitchcock a dit « OK, tu peux respirer, là. » C'est quelque chose, ça. La partie, je regardais, j'étais comme « Chris, elle cligne pas, la fille, là. » Écoute, c'est incroyable. Là, son œil a jamais bougé, là, c'est fou. Et je me suis rappelé, moi, j'ai pris des cours de cinéma au cégep, à l'époque. Moi, j'ai étudié du Hitchcock au cégep. J'ai eu plein de retours. J'ai vu, sais-tu, Vertigo ou North by Northwest, je pense que c'est North by Northwest qu'on avait étudié, et... Je me suis rappelé qu'on avait étudié la scène de la douche dans Psychose en vertu de la transition du trou, là, du bain où l'eau coule, là, et la transition avec l'œil. Tu sais, ça passe du... C'est vrai! Avec l'eau qui coule, puis tu vois la rouille sur le bain, tellement que c'est gras comme ça, pas gras, là, mais tu sais, c'est raw. Cru ou cru, ouais. Ben c'est ça. Ben moi, j'avais étudié ça à l'époque parce que c'était une des scènes de transition les plus mythiques. Puis quand tu regardes ça, tu dis, OK, ouais, je peux comprendre. Quand ça avoir peur, man. Je parle de Marion, là. Imagine-toi, oui. J'ai déjà fait ça à quelqu'un, moi. Ah non. Je le sais, c'est pas correct. Mais puis je l'ai filmé. Oh non. Puis tu sais, le rideau de douche est fermé, tu vois rien, mais tu vois l'eau qui vole. Oh non. Oh boy. Non, mais écoute, c'est sûr que c'est pas génial, mais en même temps, je suis d'accord avec toi, le personnage lui-même. Écoute, tu te revires d'abord pis t'as quelqu'un qui a un couteau avec... mal, là, le couteau. Il est pas petit, ce couteau-là, là. Non. Et là, tu vois la personne qui quitte la salle, Norman, qui dit, là, « Oh, mother, blood! » Fait que là, t'entends quelqu'un qui a jamais vu le film, tu te dis, « Shit, c'est sa mère qui vient de tuer. » Donc, lui, il va aller réparer les pots cassés. Quand elle part, là, c'est ça que ça a l'air. En tout cas, là, tu vois que la madame, elle a une couette. Savais-tu que, en aucun temps, Anthony Perkins, il était déguisé en Mother à part la fin? Ah, c'était quelqu'un d'autre? Oui. Ouais, mais ça paraît un peu aussi que c'est pas la même personne parce que la perruque, elle tombe pas pareil, la robe, elle fait pas pareil. Exact. Norman, il revient, là, il voit ça, il nettoie la scène du crime, là, il prend le cadavre, les affaires de Marion, dont son argent, mais il sait pas, là, il prend le journal, puis il sac tout ça dans le coffre de la voiture. Qu'il l'aurait pas senti. C'est là. ça. Mais en même temps, lui, il a aucune... Lui, là, c'est juste, je vais ramasser les pots cassés de ma mère. On va tuer la madame. Je vais tout nettoyer. C'est ça. Puis là, il met ça dans la voiture, il coule ça dans le marais, près du motel. Puis là, une semaine plus tard, t'as la sœur de Marion, Lila, qui arrive à Fairville. Justement, elle arrive en Californie parce que là, elle sait qu'elle a une affaire avec lui, là, avec Sam. Fait qu'elle se rend là pour aller voir Sam et dire, écoute, là, ça fait une semaine que Marion n'a pas de nouvelles, sais-tu es où? Puis elle, dans sa tête, puis je pense qu'on dit ça dans la conversation, elle est cachée à quelque part là, avec Sam. Là. Ben, ça a l'air de ça. Elle avait l'espoir. Ben, c'est ça qu'elle dit. Ouais. Il dit, hey, tu sais-tu... Non, mais c'est parce que là, t'as le détective Arbogast. Et encore là, le plan de la face. Ouais, super proche. Même plan que le policier, c'est incroyable. Puis c'est malaisant. Tu dis, c'est pas censé être proche de même. Oui, c'est malaisant. Ouais. C'est ça, là, oui. Non, c'est vrai. Puis quand tu les vois, tu te dis, dans la vraie vie, là, quelqu'un qui est proche de ma face de même, je serais tellement à l'aise. Fait pourquoi je le permets dans ma TV, je le sais pas. Je le sais pas. Parce que c'est psycho, moi, je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça.
Là, il y a une discussion. Elle dit, j'avais espoir qu'il était ici. Lui, il dit, Mais non, il est pas ici, il est pas caché, voyons là, donc. t'as l'enquêteur, justement, privé, Arbogast qui rentre. Là, il confronte un peu les deux. Il est recherché pour vol. Comment ça, rechercher pour vol? Oh, il était parti de 40 000 piastres de son patron. Fait que c'est ça. Fait que là, les deux sont là. Ben... Non, elle est pas ici. Puis lui, dans sa tête, hein, il dit... Oui, mais ici, en Californie, à quelque part, on sait. Et c'est là qu'on sait que probablement qu'elle a laissé des traces. Là, ils savent qu'elle est partie 40 000, qu'elle a quitté la ville parce qu'elle a vu son patron dans la rue. Ouais. Puis ils ont catché que c'était pour ça qu'elle partait à cause de... Ouais. Probablement qu'il y a eu un rapport de police, la police qui l'a arrêté, qui a dit « Ouais, moi je l'ai pogné. » Peut-être qu'il est allé au dealership, au concessionnaire automobile, puis qu'il y a eu l'information de ça, qu'il avait changé de voiture. Il savait tout ça, Arbogast. Ouais, parce qu'il y a quand même une semaine qui s'est écoulée, là. Exact. Donc, c'est ça. Fait que là, Arbogast, il commence à aller chercher dans les hôtels autour. Et c'est là qu'il se rend sur sa route au Bates Motel. Puis c'est là qu'il dit, tu sais, il dit à Norman, il dit, c'est comme caché. Puis là, lui, il dit, et ça, il en parle beaucoup dans Bates Motel, dans la série, tu sais, le fait que c'est retiré de la route principale où ça passait. Ouais, parce qu'ils ont refait l'autoroute. Exact. Mm-hmm. Ils ont tout repris ça, ouais. Fait que tu vois déjà Arbogast qui commence à faire dans sa tête, OK, c'était un peu isolé, OK. Là, il commence à poser des questions à Norman. Puis ça, je te dis tantôt, moi, je le vois pas si pire que ça, Arbogast, parce que quand il commence à lui poser des questions... Ah, il piège, là, sans cesse, ouais. Il piège, il est bon, Arbogast. Puis là, l'autre et c'est là qu'il commence à bégayer, là, tu sens qu'il est, il est vraiment mal à l'aise, il est nerveux. Là, c'est parce que quand il lui dit... J'ai pas eu personne avant tant de temps qui est passé ici. Puis à un moment donné, il se contredit. Il dit, ouais, la semaine passée, il y a du monde qui sont venus. Puis là, il dit, tu m'avais dit qu'il n'y avait pas eu personne depuis 2 semaines. Ouais, ça faisait une couple de semaines, ouais. C'est là qu'il décide de regarder le registre de ceux qui sont venus. Puis il a été vite, là, de catcher Mary Samuels. Moi, j'aurais pas catché ça, je pense pas. Non, mais c'est parce qu'il a comparé des écritures qu'il avait pris d'une autre signature de Marianne pour essayer de voir. Puis là, il dit, c'est la même signature, c'est la même écriture. Fait que, OK, je sais qu'il est venu ici. OK, maintenant, là, je te remontre la photo. Tu l'as-tu vu, cette femme-là? Ah! Ben oui. Et là, quand tu vois ça tout de suite, ça trouve des soupçons. Puis là, ouais, mais là, il est reparti le lendemain matin de bonne heure. Puis tu sais, il pose plein de questions, puis il y a plein de contradictions. Fait que là, tout de suite, Arbogast, il sait que il s'est passé quelque chose de weird. Et là, c'est là qu'il décide d'aller appeler Sam puis Layla pour dire... Et puis il a tout dit. Il a tout dit, hein? Heureusement, il a tout dit. Exact. Écoute, j'ai des soupçons, mais il y a sa mère, faut que j'aille y parler. Fait que je vous revois dans 1 heure suite à ma discussion avec sa mère. Et là, il n'y aura pas d'1 heure plus tard, parce que là, il se rend dans la maison. Initialement, il avait filmé une scène, une journée que Hitchcock avait le rhume. Oh. Il était malade. Et là, ils ont dit, OK, bon, on va pas filmer cette journée-là, mais là, tu sais, supposément que des journées qui ne filment pas en série, ça peut coûter des frais supplémentaires, donc ils n'aiment pas ça. Donc, ils ont décidé de dire, OK, parfait. Le gars qui fait la technique, il a dit, OK, regarde, tout a été scripté, tout est fait, là. Saul Bass, il a décrit tout ce qu'on devrait faire dans cette scène-là. Faites-la donc. Ils ont fait des rapprochements sur les mains de Arbogast. En tout cas, tout ça pour te dire que, tu sais, la manière qui monte, là, ils regardaient ça quand ils ont filmé, ils appelaient ça les dailies, là, tu sais, quand ils regardent là, ce qui était filmé dans la journée. Mais quand ils ont montré ça à son retour, Hitchcock a dit, hey, c'est super bien filmé, vous avez bien fait ça, mais il dit, je peux pas l'utiliser, ça. Pourquoi? Ben, il dit, vous avez filmé ça comme si lui, c'était un prédateur, Arbogast. Tu sais, on voit sa main, son pied, comme s'il montait le sinistre en haut de l'escalier. C'est pas un prédateur, c'est une victime. On va refilmer ça. Fait que c'est là qu'ils ont décidé de refilmer quand on le voit, la prise qui monte des escaliers, on le voit de face s'en venir. Ah, parce qu'il filmait d'en arrière? Il dit, dans mon idée globale, puis mes séquences de films, ça marche pas, on va refilmer ça. Puis c'est là qu'ils ont décidé de faire la scène où la caméra est dans les airs, parce qu'ils se questionnaient comment on va faire pour montrer Mother qui sort de la chambre, qui vient poignarder Arbogast, sans révéler qui que ce soit. Fait que c'est là qu'ils ont décidé de faire ça en gros plan, parce qu'on voit jamais le visage. Fait qu'on la voit s'en aller, elle est poignardée, puis là, ben, on pourrait bien dire que c'est ridicule de nos jours, cette séquence-là, quand il s'en va. Il fait de la skate, ouais, c'est Simoto, puis il tombe juste à la dernière marche. Exactement, c'est comme il s'en va, puis c'est comme s'il déboule un peu sans débouler. La façon qu'ils ont fait ça, c'est qu'ils l'ont mis sur une plateforme, ils ont dit gigote un peu, ils ont descendu la plateforme, puis après ça, ils ont surimposé une image de fond qui recule. Et les escaliers, ouais. Ça, c'est une autre séquence qui a été rallongée un peu dans la version Uncut, là, qui est sortie l'année passée. Quand Mother poignarde Arbogast en bas, quand il est tombé sur le dos, là, ben là, c'est plus long.
Il y a quelques coups de plus de couteau. Il y en a à peine un là, dans celui-là. Là. Ouais, tandis que là, il y en a 4-5, donc c'est un petit peu plus long. Oh shit, donc, ben là, finalement, Mother Q. Tue et kill en même temps, ça fait Q. Mais Madame Kull. Non, elle tue Arbogast. Donc, et Arbogast, ben, il a attrapé quoi? La muerte. Arbogast a attrapé la muerte. Arbogast qui est disparu de la map. Norman qui s'en va caler la voiture d'Arbogast dans le marais. C'est ça que ma chum m'a dit, elle dit, sacrifice doit en avoir des choses dans ce lac-là. Je pense que oui, je pense que c'est pas les premiers, très moins. Donc Lila et Sam, ben, ils n'entendent pas parler d'Arbogast. Pis ça l'achale, Lila. Oui, hey, beaucoup. Ça l'achale. Ah, vraiment. Elle parle d'un moped quand elle court, là. Donc t'as Sam qui lui se rend au motel, il dit reste là, puis je reviens. Ah, mais c'est sûr que je fais. Attends, je reviens. Si je reviens pas, alerte des autorités, mais je vais aller voir. Là, lui, ça va à la maison, mais tout ce qu'il voit, je pense, c'est... On voit pas, mais il dit plus tard, ça a l'air qu'il aurait vu juste la silhouette de la mère à la maison, il serait allé cogner, personne n'aurait répondu, mais on le voit pas, ça, hein? Arbogast? Non, Sam. Parce qu'il s'en va là, puis tu sais, il arrive là, puis là, il crie Arbogast, puis là, on voit juste Norman qui est en train de couler la voiture d'Arbogast, pendant que lui, il crie, mais on ne le voit pas, mais il dit après, je suis allé à la maison, je voyais juste l'ombrage de la mère dans la fenêtre. Oui. J'ai cogné, elle n'a jamais voulu rien savoir, puis il raconte ça après. Ça va être le cadavre qu'il a vu, là, qui était sur la chaise perçante, puis un peu de vent qui a pogné dedans. Exactement. Donc là, Lila et Sam décident de se rendre au shérif Chambers. C'est là qu'il lui dit, ben, parce que Mme Bates est décédée il y a 10 ans, dans un meurtre-suicide, ce qu'on pense à ce moment-là. Oui, pis c'est fucké parce que la femme du shérif a dit plein d'informations privées à des inconnus. Ouais. C'était comme, what the fuck, girl? Elle dit, oui, quand ils ont été retrouvés dans leur lit. Ouais. Tu sais, tous les deux. What the fuck, ta gueule? Mais tu sais, ils ont vraiment des grands gueules les deux. Mais j'ai l'impression qu'ils disent que c'est shérif adjoint, je pense, parce que c'est pas le top de la police. On le voit, le top de la police, à la fin, dans la scène au poste de police, quand ils vont visiter. Mais bref, c'est shérif adjoint, je pense, le Chambers. Donc, c'est ça. Le shérif, ben lui, il conclut. L'idée qui se fait, c'est que Arbogast, il a menti à Sam et Lila, puis il a juste trouvé Marion. Il s'est poussé avec l'argent. Tu sais, son idée, c'est que c'est Arbogast, il est tout croche, puis c'est sauvé. Là. Et c'est là que le shérif, il appelle Norman. Ouais, tata. Il est comme rassuré. Non, il n'y a pas de problème. Là. Arbogast est passé, il est reparti. Là, tu dis, OK, ben là, c'est là que je pense que Sam et Lila se disent, ça a comme pas de bon sens. Là, on va se rendre, nous autres. Fait que là, ils se rendent à l'hôtel, où ils rencontrent Norman. Et là, c'est là qu'ils font leur plan. Là, Sam, il dit, je vais aller jaser avec Norman pendant ce temps-là. On va faire semblant qu'on est mariés, puis nanana. Puis là, va-t'en, pendant que je vais parler avec Norman, toi, tu vas aller dans la maison, tu vas aller essayer de parler avec Mme Bates ou qui serait là. Parce que là, le shérif, il avait dit, si c'est pas Norma... C'est peut-être Marion. Ben non, c'était pas possible, ça faisait 10 ans, mais tu sais, qui serait dans la tombe de... Ah, OK, oui, OK, je comprends. Ouais, mais dans en dedans, c'est peut-être Marion. Ah, ouais, oui, c'est vrai, t'as raison. Ça répète ça, mais tu sais... Bref, en tout cas, lui, le shérif, il s'est fait tout de suite l'idée que Arbogast est un tout croche. Puis tu sais, vu qu'il est un détective privé et non pas un policier, il pouvait peut-être penser ça, tu sais. T'es pas un des nôtres, t'es un détective privé, t'es pas un policier. Fait que il pouvait douter que c'était un tout croche, là, tu sais. Pendant que Sam, il commence à interpeller, puis tu sais... Sam, il commence à être... Il est pas subtil, là. Il est avec Norman, là. Ouais, il veut, là, lui, là. Il rentre dedans, là. Ouais. Mais quand ils se parlent les deux super proches. J'étais comme, malaise. Ouais. Tu l'as vu, la photo que je t'ai envoyée? C'est ça. Quand les deux, ils se parlent... Oui, les deux sont super proches quand ils se parlent. À un moment donné, j'étais comme, si, va-tu lever ses mains puis il prendre comme le collet ou quelque chose comme ça? Ça avait l'air de ça. Mais c'était intense entre les deux, là. Parce que l'idée, c'est qu'il se dit... Ah, il a peut-être volé Marion du 40 000, qu'il l'a fait disparaître. Parce que l'idée que l'échange avec le shérif, c'est comme, probablement, c'est qu'il veut prendre l'argent, se rebâtir un autre hôtel plus proche de l'autoroute. Fait que mon Dieu, j'ai jamais vu ça, ouais. Fait que là, il est super intense. Là, la bataille pogne entre les deux, puis Norman y assomme Sam avec un genre de bibelot. Pendant ce temps-là, Lila, qui est dans la maison, elle cherche Maman Bates. Elle fait le tour, ouais, c'est ça. Elle voit la forme dans le lit, elle voit des bijoux. Puis ça se fait peur elle-même dans le miroir. C'est tata, ça. Ben, moi, la première fois que j'ai vu ça, j'ai eu peur. Je fais tout le temps le saut, mais c'est tata. Tu sais, quand elle se voit dans le miroir. Moi, ça m'arrive des fois de me voir dans le miroir et de faire le saut, tu sais, mais pas pour la même raison. Moi, ça m'est déjà arrivé aussi. C'est ça, quand j'ai vu, j'ai dit, OK, ouais, moi, je pense que c'est très crédible, là, ce qu'elle fait là. Ah oui, je pense, avant qu'elle se rende là, quand Sam et Marion vont dans la chambre numéro 1, c'est là qu'elle découvre le petit bout de papier pas floché. Ah oui. C'est là qu'elle s'est dit, ah, OK, elle est vraiment venue ici. Pourquoi qu'il y aurait le mot 40 000 écrit sur le... Ouais, j'avoue. C'est ça. Donc là,
Lui, il décide justement d'aller interroger Sam, il se fait assommer, Norman, il se fait assommer, elle s'en va dans la maison, regarde la chambre de Norman, qui a de l'air comme une chambre normale, ouais. Genre, ça n'a pas évolué. C'est une chambre d'enfant, là. C'est pas Vraiment? une chambre d'un gars d'adulte, là, plein de jouets. En tout cas, c'est weird. Oui. Mommy issues. Ouais, vraiment. Je pense que c'est dans la chambre de Norman. Tu sais, elle découvre un livre, là, puis elle ouvre, mais on voit pas ce qu'elle voit. Ouais, je suis comme pas sûr dans quelle chambre qu'elle l'a trouvé, pour vrai. Ouais, mais si je me trompe pas, c'est de la pornographie ou quelque chose de même. Supposément que dans le roman, elle découvre, elle regarde, puis c'est vraiment de la porno qu'elle trouve dans ces livres-là. C'est là, une fois que Norman a assommé Sam, il se rend parce qu'il dit, c'est parce qu'il avait demandé à Sam, mais où ta conjointe est où? Puis là, il réalise qu'elle est partie à la maison. Lui, il dit, je pense. Je me souviens pas. En tout cas, mais il réalise que, elle est peut-être partie à la maison. Fait que lui, il se dirige vers la maison. Il arrive là, et elle le voit, puis c'est là qu'elle décide d'aller se cacher au sous-sol. Et là, il cherche partout en haut pendant Ouais. Là, t'es comme la seule pièce qu'il faut pas que t'ailles. Genre, il faudrait que tu sortes, sors. Ouais. Ben non. Et voilà, elle découvre, et là, elle voit, Madame Bates, vous êtes là au sous-sol, qu'est-ce que tu fais là, finalement? Mais ouais, il y avait pas une araignée qui sortait. Non. Il me semble que j'avais vu qu'il y avait une araignée qui sortait de la tête. Non, mais il y a beaucoup de mythes. Hein? Il y a des gens qui disent, même à l'époque, qui avaient vu la scène de la douche, puis ils disaient, moi j'ai vu un mamelon, ou j'ai vu le couteau qui transperçait la chair, ou j'ai vu ça. C'est tout à la conception de la tête, dans la tête des gens, ces choses-là. Mais bref, la chaîne se retourne et on voit le corps momifié de Norma Bates. Super beau, ça, des affaires de même. Hein? Et puis, ce qu'on sait plus tard, c'est que c'est Norman qui l'aurait probablement arrangé de même. Ew. Ils le disent à la fin, mais bref. Donc, c'est ça. Et là, elle se met à crier. Elle a comme plus d'yeux, elle a plus rien, elle a juste comme... des trous pis des... c'est pas beau. Et là, ben, c'est ça. Là, et là, qui crie, elle accroche la lumière qui ballotte. Là, Norman qui arrive là, déguisé en sa mère. Pourquoi qu'il fait toutes ces faces-là? Entre moi pis toi, là, juste entre nous deux, là, que je trouve un peu ridicule. Ben, vraiment. Tu sais, là, il fait des... Puis là, comme... Ouais, c'est comme, ok, il est pas arriéré ici. Ouais, c'est ça, là, il est... J'ai jamais catché qui disait I'm Norma Bates! I'm Norma Bates. Ah, non, t'avais pas catché? On s'entend, là, aujourd'hui, c'est un petit peu ridicule quand tu vois ça. La face, puis I'm Norma Bates, puis que ça sort même pas de sa bouche, on dirait, là. Et c'est probablement là qu'on a appris que... Je sais pas si on a appris qu'elle s'appelait Norma, là, ou quand il échangeait avec le shérif adjoint. Mais là, bref, Sam... Il s'est réveillé, il intervient, il enlève le couteau à Norman qui fait une paralysie à terre. Ben là, c'est là qu'il voit que c'est lui qui était le tueur finalement, qui prenait la place de sa mère. Puis là, il se rend au poste de police, justement. Norman qui est dans une genre de cellule. Pendant ce temps-là, ben t'as un psychiatre qui explique qu'est-ce qui s'est passé. Là, ce qu'il raconte, parce que lui, il avait été jasé avec Norman, mais qui est là, qui est en full mode mother. Là. Parti Norman. Là, il est rendu dans sa tête, c'est Norma à 100%. Puis là, ben, ce qu'il a appris de la bouche de Norma, c'est Norman qui a tué sa mère et son amant. Son père est décédé quand il avait 5 ans. Dans des circonstances douteuses. Douteuses, semble-t-il. Parce que ça avec, je pense qu'il dit que c'est peut-être Norman qui aurait tué son père, en tout cas. Ou c'est Norma qui aurait demandé, je sais pas trop là, qu'est-ce que ça s'est passé encore. Parce que sa mère, elle s'est retrouvée un nouveau copain. Lui, il l'a pas pris parce qu'il était toujours seul les deux. Puis c'était bizarre, hein? Même dans la série, là. C'est sa maman, là. Ils couchent ensemble. Ben, c'est ça. Dans la série, là, ils ont super bien établi la relation des deux pour qu'on comprenne pourquoi que Norman Bates a viré comme dans Psycho, là. Ouais. Parce que là, c'était incestueux sur le bord. Là. Oh, ouais, c'était douteux. C'était douteux. Mais bref, c'est ça. Et là, quand le chum est arrivé dans le décor, ben lui, il s'est senti rejeté et il a tué sa mère et son chum en les empoisonnant. Puis ça a passé que c'était Norma qui aurait empoisonné son amant puis qui se serait suicidé. Mais finalement, ils ont su que c'était Norman qui aurait fait ça. Justement, parce qu'il se sentait coupable avec le temps, il a pris la personnalité de sa mère, il a volé son cadavre dans un... Hey! Imagine, t'allais déterrer le cadavre de sa mère, là, c'est fou. Et c'est là qu'il a dit... Il a organisé le corps. Fait qu'il l'aurait comme empaillé, l'aurait organisé. Parce que, OK, fait qu'il l'a arrangé pour qu'elle arrête de dépérir, dans le fond, là. Exactement, avec ses produits. Ouh, que c'est weird, ça. Fait que c'est ça. En effet, oui. Surtout qu'elle ressemble plus pantoute. Fait que ça veut dire que lui, pendant qu'il parlait avec, tu sais, il voyait pas, là, qu'elle était tout croche, imagine-toi. Ah, je sais, c'est complètement fou, ça, c'est ça. La personnalité maman, mother, vu qu'elle est jalouse, possessive, ben lui, quand
lui, il se fait séduire par une femme. Ben là, c'est comme si sa mère dans sa tête arrive, puis là, il prend le contrôle de son corps, puis ben Mother, elle aime pas ça, fait que Mother va tuer ces femmes-là, puis c'est là qu'on apprend qu'il y aurait eu 2 disparus, avec probablement 2 autres victimes de Norman avant. Ah, fait que ça veut dire que dans Bates Motel, ils ont probablement fait ah ben oui, il y a la prof. Ben oui, ouais. Puis il y a Puis il y a une autre fille à un moment donné là, qui disparaît, tu sais, la fille qui revient. Ah ouais. Puis à un moment donné, tu sais, quand il s'apprécie un peu, à un moment donné, il a tué. Il s'apprécie un peu. Oui. Ouais, c'est il a pas dit qu'il s'aime vraiment, là, parce qu'on dit qu'il était pas capable. Il les pétounes. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. Ben là, on apprend ça qu'il y a eu 2 autres victimes. Et c'est là la fameuse scène aussi qui est fantastique de Norman qui est dans son cachot, là, dans sa... Avec la mouche, là. Avec la mouche. Puis là, il dit, tu sais, il prend la voix de sa mère. Puis là, t'entends cette voix-là qui dit... Norman dit que c'est moi, mais c'est pas moi. Moi, je fais pas mal à une mouche. Puis là, je ferais rien, même à la mouche qui est sur moi, pour qu'il voit que j'ai rien à voir là-dedans. Ça finit que le fameux sourire malaisant mais de avec Norman. la phrase que la mère a dit. La mère capable She wouldn't even harm a fly. Hey, la mère qu'elle dit, c'est pas démente, comme ça donne vraiment le frisson, ça, là. Je suis d'accord, la voix est tellement bien faite pour te faire sentir tout croche. Ben, c'est comme une madame qui crie tout le temps. Exact. Comme ma prof de 4e. Ou mon ancienne voisine dans l'arrière qui criait après son chien. Whisky! Whisky! Pareil. La voix, là, quasiment pareille. Et t'as Norman qui fait un beau sourire à la caméra malaisant. Et t'as-tu vu la transition avec le... Oui, avec la face de sa mère. La mâchoire de sa mère. C'est Après ça, on voit... dégueulasse. Et la chaîne qui retire la voiture de Marion. Qui va clore le dossier, tu sais. Exactement. Puis le lien qui lie ça à la voiture, au meurtre et tout ça. Fait que, non, c'était vraiment pensé tout ça d'Hitchcock. C'est magnifique. Ouais, c'est super creepy. Ça finit comme ça. Quel magnifique film. Même pas de générique de fin parce qu'il est au début. Et voilà. Alors voilà ce qui clôt notre fameux classique Psychose. Et là, j'ai mon quiz. Prêt? Ouh, le quiz! Alors, on part dans la musique. Alors, Janet Leigh a été nominée pour son rôle de Marion Crane dans Psychose. Quel prix a-t-elle remporté? Je te donne quelques choix. A. Un Oscar. B. Un Golden Globe. C. Un Laurel Award. Ou D. Un Golden Apple Award. C. C'est B. Un Golden Globe comme actrice de soutien. Ah, actrice de soutien. Ouais, c'est vrai, c'est une actrice de soutien parce que le premier rôle, c'est techniquement Lila, même si... Ouais, exactement. Ouais. Ben, tu sais, c'est plus mémorable. Et même dans les credits, tu sais, t'as tous les autres noms. Et en dernier, t'as... Elle comme Drew Barrymore. Ils ont fait ça aussi avec Drew Barrymore. À l'époque, ils savaient pas, ils pouvaient pas penser que ça serait comme ça, mais c'est ça. Elle a gagné un Golden Globe et a été nominée aux Oscars, mais elle n'a pas gagné. Ah, ouais, wow! Je savais pas. Pour ce rôle-là. 2. Quel ingrédient a-t-on pris pour recréer le sang dans la scène de la douche? A. Du sirop de maïs. B. De la peinture noire. C. Du sirop au chocolat Hershey. D. Du ketchup. Ouais, tu peux pas me demander ça dans Scream. Ben oui, c'est ça qu'il dit Billy dans Scream. Ah non, c'est pour le sang du porc, mais c'est du sirop de maïs. Non, c'est du sirop au chocolat Hershey qu'ils ont pris pour faire le sang dans la douche, oui. Le sang du porc dans Carrie, qui dit... Oui, mais c'est ça, du sirop de maïs, dans beaucoup de films, c'est ça, c'est ce qu'ils prennent pour faire le sang. Mais dans celui-là, vu que c'est tourné en noir et blanc, ben ouais. Tu sais, hein, il y a trois raisons pourquoi c'est tourné en noir et blanc. De un, parce que ça coûte moins cher à faire. De deux, parce que c'était trop, ils trouvaient ça trop, ils disaient gory à l'époque, trop dégueulasse de le faire en couleur, parce qu'on aurait vu du sang. Donc, ils l'ont fait en noir et blanc, puis quand ils ont testé différents matériels, ce qui était le plus réaliste en noir et blanc, c'était le sirop au chocolat Hershey qui... Ben, ça fait du sens. Hey, c'est bon, ça, en plus. Oui, je sais, avec la crème glacée, menum. Alors, question 3. Quel était le surnom d'Anthony Perkins sur le plateau? Surnom donné par Hitchcock. A. Masturbates. B. Perky. C. Tony. D. Masterkin. J'ai le goût de dire masturbate juste à cause de comment ça sonne. Oui! Arrête, pour vrai! Mon Dieu, c'est de mauvais goût. Je le sais, mais supposément qu'il était tellement... Il faisait plein de jokes comme ça, grivoises. Tu vois, j'ai dit... Hey, masturbate! OK. Non! Pas le temps. Non, c'est pas ça que je veux dire. Mais supposément qu'il disait ça. OK, it's time to
time to film, ou je sais pas qu'est-ce qu'il disait, puis là, il disait come here, Master Bates. Master Bates, ouais. Mais ça a l'air qu'il était plein d'affaires de même dans ces genres de jokes, là. Aïe, aïe. Vraiment. Et ma dernière question. Bon, le livre est beaucoup plus violent que le film. Hein? Donc, dans le roman de Robert Bloch, Marion, qui s'appelle Mary là-dedans, est morte décapitée. Savais-tu ça? Je m'en rappelais plus. Ouais, elle est morte décapitée dans la douche. Donc, là, évidemment, il n'a pas voulu faire ça dans le film. C'est bol, hein? Mais il y a eu une inspiration de quelqu'un, Bloch, pour écrire son roman. Alors, je te donne un choix. Okay. Est-ce que c'est Ed Gein? Est-ce que c'est B. Vincent Mangano? Est-ce que c'est C. James Inglis? Ou D. John Straffen? Il me semble que c'est Ed Gein. Oui! Ouais, hein? Ah, Ed Gein! Les autres que je t'ai nommés, Vincent Mangano, Jamie Inglis et John Straffen, ce sont aussi des tueurs en série, en passant. Mais l'inspiration pour Robert Bloch, c'est vraiment Ed Gein. Ed Gein, ça a tellement, supposément, fait un éclat, ce qu'il avait fait là, à l'époque. Ben, c'est un malade, ce gars. Il a inspiré Texas Chainsaw Massacre, exact. The Strangers. Tout le monde dit qu'il parle de Ed Gein, mais c'est parce que c'est ce qu'il y a de plus evil qu'il n'y a pas, là. Supposément que où il était Robert Bloch, ça se passait pas loin de chez lui. Là, je sais pas si c'est 20 km de chez lui, Ed Gein. Là. Puis Ed Gein, ben, supposément qu'il y avait des mommy issues aussi. Sa mère était très contrôlante. Ils ont tous eu des problèmes avec leur mère. Exact. Donc, c'est un peu ça. Alors, ben voilà, c'était mon petit quiz pour toi. Ben j'ai eu 2 points sur 4. 50%, c'est bon pour ça. passe. Ben oui. Écoute, j'aurais pu en amener plein parce que des fun facts, là, des faits intéressants, amusants, il y en a des tonnes là-dedans. Ben, c'est psycho, tu sais. Et voilà, j'ai jamais vu autant de choses comme ça. Alors, ben, on va y aller avec nos lignes de dialogue. Qu'est-ce que t'as, toi? Ah, la phrase de la fin. Ouais. À toutes les fois, quelque chose qui... Puis c'est vraiment dans le ton, puis tout ce que la phrase cache. C'est quand elle dit « She wouldn't harm a fly », là. Exact. Tout ça, là, c'est... Vraiment, là, ça donne le frisson, là, je trouve. Écoute, moi, il y en a 2, j'étais pas sûr laquelle prendre. Il y en a un, c'est A boy best friend is his mother. Ouais, j'ai failli apprendre, moi, tout celle-là. Et dans le même temps, à peu près, il a dit A boy is a poor substitute for a lover. Puis moi, je trouve ça vraiment particulier parce que à la première écoute, t'entends ça, tu te dis ah, ok, c'est bizarre ça, mais une fois que tu le réécoutes puis tu prends le temps d'analyser ce qu'il dit là, tu te dis ah, c'est que tout ce qu'il a fait, c'est vraiment weird de dire ça, là. Ben, c'est que lui, il give up. C'est comme une vie de prêtre qu'il fait. C'est ça. Mais somehow, ses hormones le rattrapent pis ça l'a comme rendu complètement fou, tu sais. Exact. Fait qu'en esti, ça là, ouais. Ils ont exploré ça dans Bates Motel, puis ils auraient pu aller encore plus deep que ça. Mais c'est très disturbing, Bates Motel. Oui, vraiment, là, parce que Freddie Highmore était écœurant dans ça. C'est ça, là, je vais me taper à un moment donné la dernière saison, parce que j'étais rendu, je pense, vers la fin de la saison 4. Je pense que la saison 5 qui est la dernière, je pense. Là. Tom Kawhi, ouais. Je le trouvais super bon, puis et avec l'acteur qui ressemble à Anthony Perkins, qui fait le policier là-dedans. Ah, mon Dieu, oh, il est assez beau. Lui, le frère de Norman Bates aussi. Max Thériault, là. Oui, Max Thériault, là. C'est bon. D'ailleurs, qu'on n'a jamais entendu parler. Je trouvais ça drôle qu'il rajoute ça, à moi qui était dans le roman, mais on n'a jamais entendu parler d'un demi-frère, mais bon. Oh, ils se sont laissés aller un petit peu, ça a l'air. Un petit peu, là, quand même. T'as-tu un coup de couteau? Coup de cœur. Moi, c'est... Excuse-moi, c'est vrai. Oui, on va commencer. C'est correct, on dit ce qu'on aime, parce qu'on dit ce qu'on aime pas. La maison. Oh my God, la maison est tellement malade. Je la trouve fucking belle, je la trouve creepy. Ouais, je trouve ça vraiment cool. Puis mon coup de couteau, ben, comme je te dis, c'est pas vraiment le film en tant que tel, c'est la fameuse histoire, mais là, t'as comme un peu démystifié ça, là, mais l'histoire de Hitchcock avec les crédits pis ces affaires-là. C'est sûr qu'il y a un côté de moi qui trouve ça un petit peu plate pour Robert Bloch, qui a un peu comme passé sous le projecteur. Mais, tu sais, le film a fait en sorte qu'en 2017, j'ai pris le livre puis je l'ai lu, tu sais. Ouais, puis Robert Bloch a vraiment ressorti de l'ombre au début des années 80 quand ils ont fait la suite. Ah, ouais, ça a dit. D'ailleurs, la suite, on la fera un jour. Moi, le deuxième, il est tellement bon, là. Je m'en souviens plus. Ah, écoute, voir. Je vais attendre qu'on le fasse, ça, parce que sinon... Ouais, mais écoute, à un moment donné, là, c'est vraiment très bon. C'est surprenant. C'est attendu qu'une brique finale, puis ça a tellement été bien fait, là. Non, c'est extraordinaire. Moi, ben, la discuté de nommer juste une chose, c'était Perkins, Janet Leigh, la musique.
La musique, si j'avais choisi, je veux dire la musique, ça rajoute tellement à ça. Ils ont montré des épreuves de films à certaines personnes qui disaient c'est pas très fort. Ils l'ont vu avec la musique après, comme Halloween d'ailleurs. Ah ouais? Ils ont dit c'est terrifiant. C'est la musique qui a énormément aidé. Ben, ça fait 50% de la job, c'est sûr, là. Ben écoute, la scène de la fin, quand Norman arrive au sous-sol, là, puis qu'il arrive là, que ça fasse, là, ben ils ont fait une séquence sans musique. Et Hitchcock, c'est lui qui a dit à Robert Herman, je pense qu'on devrait mettre ton score là, comme dans la douche, là. Il dit, on devrait le mettre ça là. Il dit, t'as raison, je pense que ça rajouterait. Puis ils ont montré, je l'ai vu les deux séquences, une après l'autre, ça change tout. Ben ouais, ben ça a dû être tellement laid, pas de musique, là. Ouais, c'est tout nu, puis on a toujours connu que la musique. Mais bref, c'était une bonne idée. Puis j'ai quand même remarqué que le scénario était simple, mais tellement efficace. Ben oui, il est efficace. L'explication était un peu facile, là, la fin, là, mais à mis à part ça... Écoute, moi, c'est juste des petits détails. J'aime tellement ce film-là, puis plus je le regarde, plus je découvre, plus je l'apprécie, puis je vois l'importance dans l'histoire du cinéma qu'il y a ce film-là. Pas juste dans le monde de l'horreur, mais dans le cinéma en général. Il a influencé plein de monde, il est référencé par plein de réalisateurs. Mais pour moi, c'est extraordinaire. Écoute, moi, c'est peut-être juste des mini-détails, tu sais, par exemple, comme je te dis, Norman, à la fin, tu sais, je trouve que c'est... La face, ouais, c'est beau tout. La face, quand il crie « I'm Norman Bates », tu sais, je trouve que t'as pas besoin de ça, puis je trouve que ça enlevait un peu au punch. Puis la mort d'un podcast, là, tu sais, comment c'est fait. Ouais, mais ça a son charme aussi, d'une certaine façon. Tu sais, c'est déboulé sans débouler. De dire. Tu sais, c'est comme si je cherche des petits détails, mais en même temps, je peux pas trop frapper dessus parce que c'était à l'époque, et supposément que le monde au cinéma, il capotait. Là. Ah ouais, pour vrai? Oh. Ah, le monde capotait. Écoute, ils sont allés le voir, le scénariste. Il est allé le voir avec ses gens, sa famille, autour de lui, ses amis, au cinéma parce que Hitchcock n'a pas voulu faire de présentation avant le temps. Tu sais, des fois, il présente ça aux journalistes en avant-première, blablabla. Il a même pas voulu. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu des bonnes critiques au début quand il a sorti le film. Parce que le scénariste, il dit les critiques étaient pissed off parce qu'il n'a pas accepté de leur montrer un visionnement spécifique pour eux autres. Ben voyons donc, ça change quoi? C'est le même film? Puis il y a un réalisateur qui a dit que c'était un critique qui a dit que c'était pourri. Puis quelques temps plus tard, il a nommé que c'était parmi les 10 meilleurs films qui n'avaient pas été faits. Imagine, hein? Fait qu'ils ont changé leur capot de bord, là, mais... Et as-tu vu comment Hitchcock, qu'est-ce qu'il faisait quand le film est sorti? Non. Il exigeait dans les cinémas qu'ils n'admettent pas les films dans la salle quand le film était commencé. Il voulait pas que les gens, par exemple, ils arrivent et qu'ils disent « Hey, où Janet Leigh? » Qui arrive, que la scène est passée, tu comprends? Bon, Dieu Seigneur, il aurait fallu qu'il arrive en retard en sacrifice. Il y en avait à l'époque des fois qui arrivaient peut-être au milieu du film ou au quart du film. Ben, vas-y pas, tu gaspilles ton cash. Là, il disait, ne spoilez pas la fin. Il y avait une pancarte, là, puis c'était marqué ça, là. Personne ne devrait être admis dès que le film a commencé. Il dit pas même le frère du gérant du cinéma, pas même le président des États-Unis, puis pas même la reine d'Angleterre. God bless the Queen. C'est écrit ça. Ça venait d'Hitchcock. Mon Dieu, hein? Quand il allait au cinéma dans les premières, là, à New York, entre autres, là, il y avait un genre de haut-parleur, et là, il faisait passer le message d'Hitchcock. Est-ce que ça aurait été baveux qu'on prenne une photo de la reine en train de rentrer avec un heure puis le temps du show? Ah oui, ça aurait été drôle. Mais écoute, c'est ça. Hitchcock, là, il a fait du marketing avec ce film-là, là. Est-ce que tu as une morale? Oui, j'ai la morale pour moi, c'est l'argent ne fait pas le bonheur, il peut même causer la mort. Oh! Aïe, hein? Moi, là, c'est la plus stupide qu'il n'y a pas, mais en même temps, tu vas peut-être comprendre mon allusion. C'est travailler, c'est très dur, mais voler, c'est pas beau. Si elle avait vécu au Québec, c'est ça qu'elle se serait fait dire. Puis en même temps, ben, toute à partir de là, c'est le fait qu'elle a volé, ce qui l'a amené à se sauver, ce qui l'a amené à se rendre, puis avoir un destin tragique en arrêtant en route dans ce maudit motel sale-là. Elle n'aurait pas été dedans si elle avait pas volé l'argent parce que elle aurait été dans un hôtel qui n'était pas caché. En tout cas, ouais. Et voilà. Bravo, Marion. Bravo, Marion. Et en terminant, ben, avant de donner nos notes respectives, Rotten Tomatoes, tu peux comprendre que c'est 96%. Allociné, c'est 4.4 sur 5. IMDb, 8.5 sur 10. Et Google, les utilisateurs de Google ont donné 87% au film. Of course, c'est toujours dans le plafond. Dans le plafond. Moi, j'ai donné 3.75 parce que c'est un classique qui a toutes les raisons de l'être. Tout simplement. Tu sais, tu penses à Psycho, puis tout le monde sait c'est quoi, là.
Même si tu sais pas c'est quoi, tu sais que c'est un gars avec des mommy issues, ça a fait sa place, ça a fait sa marque, puis ça a fait bien des enfants, puis pour ça, moi, je suis très fan de ce film-là. Écoute, moi, je vais être très cohérent, là, je vais lui donner un 4.6 sur 5. Ah, wow, hein? Je vais être cohérent parce que je vais le coter comme j'ai coté Halloween, puis comme j'ai coté peut-être un autre film aussi, là. Je peux pas faire moins que ça. C'est un film qui a trop d'importance dans l'industrie, dans l'histoire du cinéma. Dans le cinéma d'horreur aussi, c'était révolutionnaire. Tu le regardes aujourd'hui, même si c'est en noir et blanc, ça tient la route, c'est bien filmé, c'est noir et beau. blanc, je devrais pas voir ça en couleur, moi. Non, puis ça, je sais pas, c'est bien filmé, c'est beau, la musique est incroyable. Plus je réécoute, plus je découvre des choses, plus je me dis, waouh, c'est extraordinaire. Puis on aime tellement plus, ben c'est personnel, mais Janet Leigh, on dirait que je suis beaucoup plus attaché à elle que celle dans The Birds de Tippi, je pense, ça. Tippi Hedren, ouais. Franchement, c'est elle qui faisait quelque chose de mal, mais on pouvait s'identifier à elle. Tu sais, elle était très relatable, ouais, c'est ça le mot que je cherchais. Tout à fait. Tandis que Tippi est un peu vache, tu sais. Oui, je suis d'accord, mais tu sais, quelqu'un aurait pu dire, hey, elle a quand même volé 40 000$ parce qu'il poussait avec. Ben ouais, je sais, c'est ça qui est fucké. C'est ça qui est fucké, c'est que, mais en même temps, tu te dis, OK, le prix d'un chien dent, là, t'as un mot du chien sale, là. Ben, tu sais, tu peux quasiment mettre des parallèles avec un film similaire à I Know What You Did Last Summer parce que elle a fait quelque chose de mal. Ouais. Fait qu'elle mérite ce qui arrive. Pas qu'elle mérite, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est comme œil pour œil, dent pour dent. Puis ça, même en fait, qu'I Know What You Did Last Summer. Vengeance, là. Ils sont pas blancs, là, ces jeunes-là, là. Le karma. On va appeler ça le karma. Oui, c'est ça. Ouais. À part I Know What You Did Last Summer, est-ce que t'avais d'autres... Moi, j'avais mis When a Stranger Calls dans la mesure où est-ce que la perspective, elle change. On part de la perspective d'une fille, puis après ça, la perspective de sa sœur. Le When a Stranger Calls, c'est la perspective de la victime, puis ça devient la perspective du tueur. Mais à part de ça, non, c'est pas mal unique, là. Non, moi, je peux pas faire autrement que de faire des parallèles avec les Diaboliques. Je l'ai pas vu, mais supposément qu'il y a plusieurs parallèles. Ça aurait influencé Hitchcock. On parlait d'Halloween. Ouais. Tu sais, je veux dire, Halloween, il l'a dit, une de ses inspirations, il y avait Psychose aussi là-dedans, pour la personne qui a des problèmes de santé mentale. Mais je le vois pas tant que ça, par exemple, le lien entre Halloween et Psycho. Je le vois avec Scream, mais pas avec Halloween. J'ai pas oui, il peut le dire, tout ça par rapport au climat de terreur, tout ça, mais je vois pas de ressemblance entre les deux films. Ben, c'est deux personnes qui ont des problèmes de santé mentale qui pètent des plombs. Oui, mais on peut dire ça pour tout. Je comprends qu'il se soit inspiré, mais c'est pas assez, genre, il y a copié ou des affaires de même. Je sais pas comment ce que je veux dire. Non, je suis parfaitement d'accord avec toi. Je trouve que c'est pas de l'avoir su, honnêtement. C'est sûr que je n'aurais pas pensé qu'il y aurait eu une influence de Hitchcock sur Carpenter. Mais en même temps, Hitchcock a dû influencer toute la flopée de réalisateurs après. Là. Ben, c'est il a ça, tellement été référencé, Hitchcock. Spécialement Craven, c'est sûr, là. Ben oui. Et même, je suis sûr que les réalisateurs italiens ont fait des choses qui ont été inspirées. Le giallo. Oui, vraiment. Écoute, ben, ça se termine comme ça, Bruno. Ouais. Donc, on regarde quoi la semaine prochaine? La semaine prochaine, on reste encore dans le thème de la maman parce qu'on n'a pas nommé ça au début du podcast. Comme on n'a pas été vite. Mais oui, on commence le mois de mai avec le mois de la maman. Donc, Psycho rentrait vraiment dans cette catégorie-là. C'était ton choix à toi, ça, Serge? Oui. Mais là, on saute à mon choix à moi la semaine prochaine, qui est pas mal le premier film d'horreur que j'ai eu le droit quand on m'a redonné permission. Fait que c'est quand même soft, mais ça a vraiment rapport avec la mère, puis c'est The Hand That Rocks the Cradle. C'est plus sur le côté suspense, mais il reste quand même qu'il y a quelque chose de terrorisant dans ce film-là par rapport à, encore une fois, la santé mentale. On parle beaucoup d'abus envers les femmes, puis tout ça. Donc, oui, ça va être intéressant de couvrir ce film-là. En plus, les performances sont écœurantes. Rebecca De Mornay, là, oui. wow, dans ce film-là. Là. Donc, la main qui berce l'enfant. La main qui berce l'enfant est la main qui gouverne le monde. Oh! OK. Julianne Moore qui dit ça dans le film, qui a joué le rôle de Lila dans Psycho, le remake. Oh! Tout est dans tout. Alors, ben, écoute, Bruno, en attendant d'aller regarder la main qui berce l'enfant, faites de beaux cauchemars! Ah, c'était allé à cette école.